Chers amis internautes, vous n'avez même pas idée à quel point, mais je n'en peux plus. J'en ai marre, vraiment, mais sincèrement marre de toujours voir les meilleurs se voir offrir toujours plus de visibilité. C'est-à-dire cette espèce de prophétie auto-réalisatrice de t'as déjà 1 million de vues sur YouTube, donc bah, c'est toi qui en auras 2 millions parce qu'on t'a mis dans les vidéos les plus vues. Les vidéos les plus vues, c'est celles qu'on a envie de voir, donc on les voit de plus en plus. Et c'est toujours les mêmes. Alors bon, bah, je leur souhaite tout le bonheur du monde, hein, mais moi ce qui me plaît, c'est d'aller dénicher des gens discrets et néanmoins talentueux. Vous savez, souvent d'ailleurs les plus talentueux, les plus humanistes, les plus attachants aussi, sont ceux qu'on découvre dans l'intimité parce que c'est justement ce qu'ils préservent en priorité, leur intimité. Et Philippe, il fait partie de ces gens-là. Il fait partie de ces gens précieux qu'on découvre comme ça au détour. Alors il est conférencier, mais bon, il est dans les entreprises. Et puis c'est pas le genre de gars qui fait une chaîne YouTube pour bomber le torse comme tous les gens qui sont super bons sur YouTube ou les mecs qui comme moi le font. Mais moi je suis mauvais sur YouTube. Hein. Moi c'est LinkedIn, j'ai une excuse. LinkedIn on est entre nous, tu vois, voilà. Et on sort de notre entre-soi de temps en temps, justement, ça fait du bien, de notre intimité, pour voir si, alors de deux choses l'une, hein, de deux choses l'une. Soit on va se faire traiter d'égotistes hyper prétentieux qui avons besoin de nous mettre dans la lumière. T'as vu, il y a des lumières là partout, voilà. Partout. Et donc on va se faire soupçonner d'être dans le quant à soi et la publicité de soi. Et alors qu'en fait, bah, moi je prétends que, enfin si un peu, mais c'est 1% de la démarche. Elle est même 10%. Mais ça serait le maximum. Parce Tu qu'en sais ce fait, que le j'attends de reste... toi. Mais exactement. Tu sais ce que j'attends de toi. Alors, le reste du temps, qu'est-ce qui se passe, chers amis internautes? C'est à vous que je m'adresse. Après, je vais m'adresser à toi. Qu'est-ce qui se passe, chers internautes? Quand je reçois des gens dans ce studio qui fonctionne comme un stylo, hein, je me lève de mon bureau, paf, Philippe arrive, bam, on allume les caméras, on le fait tout de suite. Je vous conseille de faire ça. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? On actionne de l'intelligence collective. Même le gars qui râle et qui m'envoie des critiques... Bon, celui-là, il a intérêt à être sympa quand même, parce que hein, de la critique au dénigrement, il n'y a qu'un pas. Mais même le gars qui râle et qui nous dit ça m'a pas plu, vous auriez pu mieux faire, celui-là, il nous apporte une richesse incroyable. Voilà. Bon, alors cette introduction, elle était pour vous qui peut-être ne nous connaissez pas encore très bien, mais elle est pour Philippe, parce que c'est la première fois qu'il vient nous voir. Donc, comme ça, je lui ai un peu aussi dit au passage. Il aime bien les introductions. Et surtout, comme ça, au passage, je l'ai briefé. Et c'est une manière de vous dire, mes chers amis internautes, qu'en fait, bah, on se prépare pas. C'est vraiment spontané. Alors, en toute transparence, je connais Philippe grâce à Michael Aguilar, qui m'a dit c'est un type super, faut que tu le rencontres. Alors, moi, je dis que l'amitié, c'est un truc transitif. Mm. C'est transitif l'amitié. Hein. A égale B, B égale C, donc A égale C, d'accord? Bah, l'amitié, c'est pareil, on le met là-dedans. Et j'espère qu'à l'échelle des réseaux sociaux, ça sera toujours comme ça, qu'on sera bienveillants les uns envers les autres et qu'on se fera du bien. Bon, donc toi, tu t'intéresses à la transformation de la vente et c'est le moment où je te laisse faire à ton tour ton impro et ton intro, qui peut être très longue. Vas-y, dis-nous qui tu es. Alors, moi je m'appelle Philippe Lafay et ça fait plus de 20 ans que je m'intéresse à ce sujet-là et au début, j'avoue, péché originel, je détestais la vente, je détestais les vendeurs. J'ai fait une école de commerce à Bordeaux, je détestais ça, j'allais jamais aux cours commerciaux, jamais aux cours de marketing, je trouvais ça nul. Et moi j'ai commencé comme mathématicien financier. Et j'ai fait un troisième cycle à Harvard, j'ai fait que ça. Je me suis renfermé pendant 2 ans sur des équations. J'ai pratiquement arrêté de vivre, mais c'était absolument fantasmagorique parce que je voulais prévoir le monde. Et je suis arrivé comme trader. T'as quand même fait Harvard et t'es assez fou pour revenir en France. Ouais. Kezako, là. Là, j'étais amoureux. Là, je suis un sentimental aussi. Et donc, j'étais amoureux, je suis revenu pour me marier en France. Et au début, donc, j'ai commencé comme trader. Mais je me suis rendu compte que très vite, j'étais pas un bon trader. Moi, j'étais un mathématicien qui aimait inventer, mais j'étais pas un bon exécutant rapide. Et le trading, c'est l'exécution rapide. Et donc, je suis allé voir la BNP, ils m'ont pris pour un fou au début, à la RH, et non, je veux faire autre chose. Et donc, je suis allé à Banexi, la banque d'affaires de la BNP, et là, j'ai commencé comme commercial. Et c'est un de mes clients qui m'a débauché pour m'occuper un réseau de distribution dans le secteur de la librairie. Donc j'ai dit ok, Banco Royal, parce que j'avais mon propre patron, et ça m'intéressait bien. Et il me dit, pour démarrer, vous avez besoin de quoi? Je lui dis, pendant 3 mois, je ne veux pas travailler. Pendant 3 mois, je veux faire un vie ma vie, je veux vivre au quotidien des gens. C'est un réseau de librairie, donc j'ai fait le livreur, le transporteur. Je voulais vivre concrètement leur quotidien. Et je suis arrivé avec 2 rapports d'audit, un rapport d'1 page et un rapport de 40 pages. Le rapport d'1 page, j'ai dit, je vous recommande celui-là, vous arrêtez tout, vous virez tout le monde, c'est pas votre job, parce que ce groupe de librairie appartenait à une maison d'édition et à une école, c'est l'école spéciale de travaux publics. Et deuxième piste, je lui dis, il y a peut-être une chose, parce que c'était quand même pénible de tout raser, ça coûte cher, il faut beaucoup provisionner. Il y a une deuxième piste possible, on va transformer les gens.
J'avais identifié qu'ils avaient une compétence incroyable, ces vieilles nanas, bon à l'époque je disais ça, maintenant je dirais plus ça, que ces vieilles nanas avaient une compétence incroyable, c'était des expertes en recherche documentaire. Et donc on va créer un service de fourniture d'informations pointues pour tous les centres de recherche publics et privés. Maintenant, il fallait les transformer, et j'ai dû transformer mes vieilles libraires en vendeuses, en commerciales. Et c'est là où je me suis intéressé à ça. Et c'est assez rigolo le début, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais je commence par un beau plan stratégique que je présente en comité d'entreprise. Le lendemain, j'avais une réunion à Aix, mais là, j'avais les syndicats, les banderoles, ils m'ont séquestré dans le bureau, j'appelle mon patron, on fait quoi? Là, j'étais tout jeune. Il m'a dit, démerde-toi, c'est comme ça qu'on apprend. Et là, tu as viré ta cutie, tu es tombé amoureux Exactement. de la vente. Et voilà. Mais ce qui m'a intéressé, c'est la transformation des gens. Et ce qui était fabuleux dans cette histoire, c'est que j'ai vu des gens se révéler. J'ai vu des nanas qui étaient grises, qui étaient pas belles, etc., qui s'ennuyaient fondamentalement enfermées dans la librairie, changer de vie. Et j'ai une lettre fantastique d'une nana qui était la plus en opposition au début, qui me dit, mais c'est extraordinaire, bien des années après, elle m'a écrit, ça a transformé ma vie, j'ai changé de mari, j'ai changé d'appartement, j'ai changé de ville, et je m'éclate complètement dans mon travail. C'est ça que j'aime dans mon métier, c'est faire en sorte que les gens prennent du plaisir et là, puissent se révéler. Rayonnante. Elle était rayonnante. Elle était rayonnante. Et je trouve que la vente, c'est une belle école, parce que c'est une école de la seconde chance. Ah oui. Ce que je trouve assez extraordinaire dans ce métier-là, c'est que des gens non académiques, qui ne sont pas dans le schéma cartésien traditionnel qu'est le nôtre, quand même très pensants, très sachants, très modélisants, sont capables de se révéler, d'exister au-delà des schémas traditionnels de la norme éducation nationale. Je trouve que c'est un beau métier pour cela. Et tu sais ce qui s'est passé quand Jupiter a inventé la vente. Oui. Puisqu'il a sorti de sa cuisse Mercure. Qui s'est révélé être un de ses petits favoris. Oui, le dieu en fait, un peu... Alors c'était un garnement, c'est-à-dire Ouais. qu'il est tout de suite allé enquiquiner Apollon, qui avait tendance un peu à faire le beau. Et il lui a piqué un troupeau, je crois, de moutons, je ne suis pas tout à fait sûr, mais enfin, qui était là-haut dans l'Olympe. Et il est passé pour un garnement, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a dit que c'était le dieu des voleurs. Alors qu'en fait, c'était simplement une facétie, il voulait se moquer de lui. Il lui a rendu le troupeau. Et pour se faire pardonner, il a retourné une tortue, il a pris sa carapace et puis il a inventé la lyre. Mais ce faisant, il a inventé la musique. Et il a séduit Apollon, il lui a fait une longue tirade, et puis de manière générale, il était connu pour ses tirades de garnement qui sait séduire ceux à qui il a fait une petite moquerie. Et c'est aussi pour ça qu'il est devenu le dieu de l'éloquence. Et donc j'adore cette idée qu'il y a chez les vendeurs ce garnement divin qui sommeille et qui ne demande qu'à être réveillé au sens, et c'est peut-être ça que tu veux dire par le côté transgressif. C'est ça qui est intéressant. Aussi, voilà, tout à fait. C'est par la transgression finalement qu'on arrive à être pertinent en matière de persuasion. Tu l'as bien illustré par ton histoire d'ailleurs. Parce qu'en fait, je l'ai vécu comme ça, je l'ai découvert de l'intérieur. Ce qui est intéressant, ça a été une approche expérimentale. Et tu t'es dit, ça passe sous sa case d'ailleurs. Il y a deux rapports, soit vous me sortez, soit vous faites ce que je vous dis. Et ça marchait. Combien de temps cette transformation? Oh, c'est vieux, ça remonte à maintenant 22 ans. Ouais. Puisque après, à faire ça, il y a eu des concours de circonstances où en fait, on m'a proposé de reprendre une boîte de formation. J'ai fait ça et 2 ans après, j'ai créé mon cabinet qui a 21 ans maintenant. Wow. Et mais la transformation en question, juste pour avoir une idée, c'est quelque chose qui se fait. Je veux dire, tu fais une proposition qui génère un wow effect chez les dirigeants et qui tout à coup change, et ça s'est fait comme ça en pas du tout. Une grosse décision. Ça a été un waouh relatif. Oui. C'est-à-dire c'était la moindre des mauvaises des solutions. Ouais. Présenté aux collaborateurs au début à l'équipe, c'était une levée de bouclier, sauf quelques-uns. Ouais. Au début, une levée de bouclier, en disant mais c'est pas possible. Nous, là, les porteurs de la culture, en librairie, vous allez mettre la résistance au changement a été terrible et ça a été un long processus d'accompagnement. C'est pour ça que ça m'intéresse de savoir pendant combien de temps ça le cycle. Oui, le cycle, tout à fait. Le cycle de transformation, 2 ans. D'accord, voilà, ok. Non, parce que quand on rentre dans des transformations, alors souvent on se trompe de transformation. Tiens, on va discuter transformation digitale, toi et moi. Alors moi je dis digital, par snobisme, certains disent oulala, vous choisissez un terme qui n'est pas tout à fait adapté, tout ça. Bon, David Fayon m'a évangélisé là-dessus, c'est le CDO de La Poste, du groupe La Poste. Il a écrit un bouquin de transformation digitale, il a fait son choix avec son co-auteur. Ils estiment que c'est le terme qui s'impose le mieux, donc allez, on va passer là-dessus. Bon. Et ça, en fait, c'est pas là-dessus que je vais ergoter. Je vais ergoter, si tant est que je veuille ergoter, je voudrais en fait simplement provoquer une réflexion sur ce thème de la transformation digitale. C'est quoi, du point de vue d'une personne comme toi, d'une personne comme moi, au passage, on va voir si on converge. Quand on est dans les fondamentaux du développement business, on a parlé de la vente, mais pas que. En fait, le vendeur, on va y revenir,
est aussi... Un acteur. Voilà, c'est l'un des acteurs. Oui, et puis aussi, pourquoi pas un stratège. Je voulais aller sur ce terrain-là, mais tu as raison, c'est un acteur, mais moi je le vois aussi comme un stratège. Parce que, et de manière volontairement, alors transgressive pour reprendre ton terme, puisqu'on a tendance à le mettre dans la petite case du gentil fantassin en bout de chaîne alimentaire qu'on envoie sur le terrain et à qui on envoie des coups de volet de bois vert s'il n'atteint pas ses objectifs. Et on croit que ça se limite à ça. Alors en fait, il y a tout un pan du travail commercial, notamment chez les plus doués, chez les plus mercuriens, qui est extrêmement stratégique et néanmoins extrêmement discret parce que c'est un milieu dans lequel on a tendance à travailler un peu dans le secret. Donc passons là-dessus. Alors maintenant, qu'on est bien d'accord, on aime tous les deux la vente, on est capable, et on pourra en parler des heures, on va de pas l'imposer à nos amis. transformation. Voilà, et on est surtout capable de magnifier le sujet, d'accord. Maintenant, parlons de transformation digitale. Pourquoi Parce que la transformation digitale, elle arrive, c'est une énorme déflagration pour beaucoup d'entreprises, mais surtout qui vient, qui arrive comme un tsunami. Bon, je suis dans les clichés, les stéréotypes, mais qui surtout vient, comment dire, s'abat sur le workflow de création de valeur de l'entreprise qui est face au client. Donc on dit, si vous devez mettre le client au centre, et vous allez reconstruire donc, la manière de vendre en incorporant le digital. Bon, eh bien, je voudrais d'abord t'entendre parler de transformation digitale et débattre de ça avec toi, d'une manière qui, je l'espère, pourra inspirer nos amis internautes, surtout si on n'est pas d'accord, c'est encore mieux, ou qu'on s'apporte des visions complémentaires. Parce que, voilà, pour moi, transformation digitale, je ne veux pas de manière juste bête et méchante critiquer le terme, mais je pense qu'il nous bloque. Je vais le critiquer. Je pense qu'il nous bloque. Alors voilà, à toi. Alors je vais le critiquer parce que je pense que c'est pas un vrai sujet. Voilà. Okay. Je pense que c'est la conséquence d'un sujet fondamental d'évolution des sociétés. C'est un petit peu comme un iceberg. On voit ça parce qu'effectivement c'est visible. On voit les outils, les technologies, c'est visible. Voilà. Et puis on a sorti tous les lieux communs. Voilà, ce truc a été inventé par des gamins. C'est ça qui est intéressant. Ce truc a été inventé par des gamins et qui arrive dans l'entreprise aujourd'hui questionne beaucoup. Mais le vrai sujet aujourd'hui, il faut remettre un peu l'église au milieu du village, j'ai écrit pas mal de papiers là-dessus, c'est que la fonction commerciale aujourd'hui est une fonction en fait complètement artificielle, dans le sens qu'il y a une différence colossale entre les définitions des postes, des fonctions et la réalité. Quand on voit ne serait-ce que les agendas des commerciaux, les commerciaux ne vendent plus, c'est pas vrai. C'est-à-dire tout le jeu d'interrelation, je pose des questions, je m'intéresse, j'écoute mon client, je crée de l'empathie, cette espèce de énième tarte à la crème qui est ressortie systématiquement de façon froide et insipide. L'empathie, oh là là. Quelle horreur, ok. Donc ce grand machin... C'est surtout ceux qui en parlent qui me font marrer, on va y revenir après. Ce qui est terrible, c'est ceux qui le revendiquent, mais comme toujours, ceux qui revendiquent les choses en général, il faut s'en méfier. Mais réellement. Donc, ce que je trouve terrible, c'est que c'est une fonction en fait qui devient complètement hors sol et abstraite. C'est-à-dire les commerciaux en fait ne vendent pas, c'est pas vrai. Et que la réalité d'un commercial aujourd'hui, bien souvent, il bouge des trous. C'est-à-dire qu'il vient compenser des difficultés organisationnelles parce que les entreprises bougent très vite, parce que l'économie bouge très vite, des plans de transformation se succèdent les uns par rapport aux autres, et que les plans de transformation proposent bien des zones de chaos, et que le commercial est souvent perçu en fait comme un facilitateur, comme un espèce de flou artistique qui va compenser en fait des changements d'une organisation à une autre. C'est pour ça que dans certaines boîtes, on dit poliment que désormais ils sont en charge de l'animation du cycle de vente. Mais c'est exactement. Mais c'est une belle vision politiquement correcte. Mais absolument. Il y a pas mal d'entreprises où on voit bien ce que ça veut dire en fait en sous-jacent. C'est laisse le vrai boulot aux experts qui vont closer. Exactement. Et toi, anime. Donc c'est-à-dire renifle, voit le potentiel. Mais attention, hein, mais de ça devient compliqué. Appelle les experts. Exactement. Exactement. Alors, ce qui est terrible, parce qu'ils se sentent constamment dévalorisés dans leur travail. Et moi, j'ai fait des expériences d'ailleurs très drôles. C'est qu'en fait, quand on leur braque des caméras dessus, je les fais venir dans ce studio où je déplace un studio. C'est un des exercices que j'aime bien proposer aux entreprises. Alors, toutes ne l'acceptent pas parce que souvent, certaines me disent non. D'ailleurs, le truc le plus horrible qu'on m'ait dit, c'est ils ne méritent pas. Ils ne méritent pas qu'on les récompense. En fait, je vais les filmer, je vais les interviewer pour un besoin interne et faire mon étude et essayer de générer de l'insight. Et on me dit, ils ne méritent pas, ils n'ont pas assez souffert pour en arriver là. Quoi. Bon, bref, c'est le pire truc qu'on me dit. Mais quand ça passe, c'est très intéressant parce que je n'ai jamais eu un échec en la matière et je dis ça, on est sur Internet. Hein, s'il y a une des boîtes avec qui je bosse qui m'entend, elle va venir commenter, m'engueuler. Je te jure, c'est vrai. Et c'est d'ailleurs... Pour être honnête, une surprise pour moi aussi. Je ne l'avais pas prémédité. J'ai pas eu de mauvaise surprise sur la qualité des contenus générés en mode petit clip d'insight et interview, tu vois ce que je veux dire, pour faire accoucher les esprits face caméra, essayer d'en faire des contenus préhensibles qu'on puisse utiliser dans l'entreprise, que ce soit en flash formation ou tout simplement pour des raisons de quasi-investigation sociologique, tu vois, des dynamiques internes. Et ben j'ai jamais été déçu parce que quand les mecs, on leur donne la parole, la tribune, qu'on les met en valeur, qu'on les égo-valorise un peu comme ils le méritent,
il y a une créativité, Incroyable. il y a des idées. Incroyable. Et exactement. Incroyable. Incroyable. Et Et là, pour moi, il y a une richesse que la plupart des entreprises tu vois, négligent. Quoi. et pour revenir au sujet, tu parles Mais de attends, transformation chiant, on va être d'accord digitale. là, au fait. Pardon. C'est pas bon ça, on va être d'accord. Mais attends, tu On a verras. dit qu'il fallait débattre. Attends, là. tu verras, tu verras. Attends un tout petit peu. Il va attendre un peu. Il ne paie rien pour attendre, c'est ça que tu dis. Non, Toi, c'est je sens que gratuit. tu t'es préparé, tu m'as lu, tu sais déjà ce sur quoi tu vas m'allumer. Mais non, mais pour moi, mon Commençons obsession, sur les trucs. je veux dire sympas, mon on est obsession. Il y a un truc qui m'obsède, qui vraiment c'est matin, Dis-moi. midi et Ouais, soir. dis-moi. C'est il y a un type que j'aime beaucoup qui est Joël de René. Ah oui, Et Joël de René, que je trouve un brillantissime. vrai esprit brillant, Brillantissime. encyclopédique, enfin Oui, l'un oui. des derniers, je trouve vraiment, qui Un des embrasse. derniers honnêtes hommes, En plus. des Lumières. En plus, vraiment, mais c'est vraiment c'est Diderot, le retour de Diderot, donc c'est assez beau quand même Ouais, c'est à vrai. voir. Il faut le protéger précieusement, ce Alors, il y monsieur. a des gens qui le critiquent parce qu'il est de bon ton de le critiquer, notamment sur certains aspects de ses analyses qui sont parfois un peu simplificatrices. Mais c'est juste qu'il a dit beaucoup de choses en avance de phase. Pardon, je voulais dire la parenthèse. Donc il prend des vrais risques et il prend le risque d'avoir tort. Mais C'est ce quand, que j'aime bien chez lui. quand on est encyclopédique et qu'on aspire à la synthèse, Hmm. eh ben, fatalement, on encourt toujours le risque d'être Voilà, perçu ok. comme réducteur. Mais c'est quand même une utilité incroyable d'avoir une vision Absolument. Alors pardon, je t'ai coupé. Donc et continue sur de Joël. ne pas être un épicier. Donc je reviens à Joël de René, mais dans l'une de ses conférences il y a 2 ans, il parlait de l'entreprise dans les 30 ans à Vienne, il parlait de la grande symbiose entre toutes les technologies, même la fin d'Internet, et en fait la symbiose entre les outils, les réseaux, etc. Et je crois qu'il y a une symbiose nécessaire dans l'entreprise entre 3 fonctions aujourd'hui qui vivent en saucissons séparés. C'est la vente, le marketing et la relation client. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, ce que je vois souvent, alors le marketing, il y a plein de marketing entre marketing stratégique, opérationnel, marketing produit, mais bien souvent, je vois les gens de marketing, je trouve, maltraitent les vendeurs de façon terrible. C'est-à-dire que c'est cette perception encore très jacobine, Au-delà de maltraite, j'ai presque envie d'employer le terme, il les sous-traite. mais absolument, Il les c'est traite ça. en sous-hommes et en fait il Mais leur c'est- sous-traite tout aussi. Donc le Ouais. terme est bien adapté parce qu'il leur sous-traite leur savoir. C'est-à-dire il leur balance des brochures et de l'insight client qu'ils pensent avoir Ouais, parfaitement maîtrisé en négligeant souvent les biais cognitifs qui sont associés à leur façon à eux De faire des s'exprimer, études. de leur Et non, champ tout simplement de faire lexico. des études aussi. Les études clients, moi je les conteste. Parce que par définition, je les conteste. Je les trouve insuffisantes, je les trouve nécessaires bien sûr. Je les conteste dans leur exhaustivité, je veux dire, prétendue, parce que... Et puis je la conteste, moi, dans leur rationalité. tu vois, tu vas jusque-là. Parce Parce que moi j'allais dire, pourquoi je trouve trop rationnel, mais, justement. mais justement, mais Voilà. c'est pour ça que je leur conteste dans leur rationalité. Ah, parce d'accord, qu'elles ne voilà. prennent pas suffisamment Voilà, en voilà, compte voilà. toute la On est dimension d'accord. Mais émotionnelle de absolument. leur relation à l'entreprise. Mais oui. Elles sont sur des critères objectifs, Mais oui. mathématiques. L'ancien matheux qui parle en plus. hein. Donc, D'autant plus crédible là sur le sujet. mais donc c'est terrible. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, quand je faisais avant des études sur les marchés, etc., la dimension psychologique et cognitive des marchés, c'est super Mais oui. intéressant. Mais c'est un autre sujet. Ah, Si tu tu veux as que je te l'occasion, donne un takeaway à l'occasion, ouais. Je te donne un takeaway de tueur. Ouais. Je vais te les retrouver, je vais les mettre dans le fil. Tu as notamment, alors il y a une étude de McKinsey, celle-là je vais la retrouver, et une géniale de Forrester, qui en Ouais. plus a été déclinée en 2 ou 3 études, plus des articles que tu trouves en accès libre sur leur site, où ils t'expliquent très concrètement ce que les commerciaux font avec les brochures que leur donne le marketing, et après, ce que les clients Comprennent. font avec les brochures que leur donnent les commerciaux. Mm. Alors, moins de 10% des commerciaux reconnaissent utiliser ce contenu Ces et le brochures. juger utile, Mm. parce qu'ils le jugent pas suffisamment adapté à la réalité Mm. du terrain, donc moins de 10%. Mais après, quand tu vas chercher les acheteurs et tu leur dis, est-ce que vous utilisez, est-ce qu'elles sont importantes ces documentations, est-ce que vous les lisez vraiment, allez-y, prouvez-les-moi, vous les avez lues ou pas, vous les avez lues, est-ce qu'elles sont lues, eh ben, moins non. de 8% les lisent. Ouais. Donc ça veut dire qu'au final, tu as 1%. Tu vois ce que je veux dire? Eh oui. Mais évidemment. C'est une catastrophe. Et Mais juste évidemment. pour compléter ton point sur la rationalité, je voulais employer un terme, c'est pas pour employer un terme savant, mais que je trouve tellement beau dans ce qu'il exprime, c'est justement la profondeur de la relation intersubjective, c'est-à-dire le commercial qui est sur le terrain, qui aime son job, qui a sa cheville au corps, qui a compris il y a longtemps de toute façon que si tu fais mal ce job, tu vas t'emmerder. Donc de toute façon, ne serait-ce que par bon sens, le mec qui fait ça depuis longtemps, comme toi et moi, Il prend des libertés. Il vaut mieux le kiffer aussi. Ouais. Donc il faut prend des qu'on y soit libertés. libre. Oui, Donc il se très bien reconstruit dit. à son Voilà. image Et lui, justement, il a justement ce truc de créer une vraie relation. de créer une vraie relation. Parce que Merci. justement, il sort de ce cadre horrible Voilà, super. qui est tellement Bon, on va arrêter destructeur. l'interview, vous qu'on est d'accord. Chers amis internautes, c'est bon, c'est fini. Non, on va enchaîner. Parce que d'abord, on n'a pas terminé donc, sur la transformation digitale. Ça a Ouais. été un raisonnement un peu long avec pas mal de parenthèses où tu allais arriver justement à quelque chose. Je te Ouais. laisse conclure sur la transformation digitale et la relation à la vente. Quand je disais que c'était un faux sujet, parce que Voilà. enfin c'est pas un faux sujet, mais c'est un sujet, l'angle de vue
Quand on dit transformation digitale, on restreint déjà le champ. Je crois que, fondamentalement, c'est les rapports entre les humains qu'il faut réinventer dans des nouvelles technologies et dans des nouveaux médias. C'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, la réalité, c'est que la fonction commerciale est une fonction qui est morte. Enfin, qui est très contestée. Elle est morte sous sa... En 3 ans, on a perdu 1 million de elle est commerciaux aux morte. États-Unis en B2B. Non, mais elle n'est pas morte. Elle est morte sous sa définition. Exactement. Voilà. Donc elle est à inventer. On est entre deux mondes, entre l'ancien monde et le nouveau. Mais on peut L'ancien dire est du coup mort. la même chose des entreprises. Hein. Mais absolument. Leur manière de créer de la valeur est morte telle qu'on la faisait pendant les 30 Glorieuses. Absolument. Là, et on est vraiment dans switcher. cette période très intéressante. D'ailleurs, c'est génial de vivre cette période de transition entre un ancien monde qui est mort mais qui ne le sait pas encore, et un nouveau monde qui est en train d'être réinventé. Alors va au bout de ton raisonnement là sur les hommes, là, sur transformer les hommes et pas... Donc, après je vais te dire ce que j'en pense. Ouais. Alors, je On va enfin avoir un peu de débat là. Attends, juste un truc. Je disais que la fonction commerciale n'existe plus parce que dans les contenus, quand tu regardes concrètement ce que font les gens, en fait, ils ne sont pas dans ce mythe de la relation. C'est-à-dire qu'il y a des tas de conférenciers, d'auteurs, des gens qui parlent de pitch. Enfin, t'es bien placé pour le savoir. Le pitch. Ah, m'en parle pas. Parce que alors, s'il y a vraiment un sujet galvaudé, on va en parler après. Pardon. Mais terrible. Mais t'as vu, t'as appuyé sur un bouton, j'ai failli exploser. Terrible. Mais en fait, concrètement, le temps d'exercice passé à ça est un temps famélique. Et que la réalité d'un commercial, c'est pas ça. C'est-à-dire que la partie noble de son métier, la partie qui crée de la valeur, où il pourrait donner tellement d'informations à l'entreprise pour créer des connexions fantastiques entre lui, commercial, et eux, marketing, pour être capable de créer cette symbiose, bah, ce temps, en fait, il est dévoyé parce que les organisations sont mutantes, parce que les rythmes de réorganisation sont trop nombreux. Et parce qu'il y a une obsession solutionniste numérique absolument, dans laquelle on se noie. Absolument. Comme il fut un temps dans les ERP, les CRM qui calcifiaient les process. Exactement. On disait j'ai un super outil, j'ai une super plateforme, j'ai un super CRM, bah pendant ce temps-là on bosse plus. Exactement. La réalité d'ailleurs elle est Exactement. terrible. Alors je dis pas que le CRM c'est mal en soi, et je dis même pas non plus ça parce que j'aurai des clients dans le monde du CRM. Salut, me lâchez pas, gardez bien le budget au chaud. Non, c'est pas vrai. Le CRM en fait c'est bien, mais ça doit être hyper accompagné par des pros, des gens qui font ça bien. Quand tu balances l'outil dans l'entreprise, tu as 80% des gens qui sont largués, qui l'utilisent mal, et en fait on constate concrètement que ça les calcifie, c'est-à-dire au sens où ça s'installe très mal dans leur quotidien, ça leur fait perdre trop de temps. Je ferme la parenthèse, mais la transformation digitale, à certains égards, alors je peux te donner maintenant mon point de vue sur la transformation digitale, voilà. Bon, c'est très simple, hein. Quand on dit transformation digitale, quelque part dans notre système limbique, même quand on est intelligent, on ne peut pas s'empêcher de visualiser un machin flou qui est de la technologie, mais surtout une entreprise qu'on serait en devoir de digitaliser. Or, est-ce qu'on digitalise l'entreprise dans la transformation digitale? Alors, c'est trop tard, c'est fait. Bon, ça fait longtemps. C'est un vieux débat, ça. Voilà. C'est un vieux débat. Et donc, moralité, quelle est la seule chose vraiment intéressante dans la transformation digitale? C'est la cognition. Alors, toi, t'as lu mes... Oui, mais t'as raison. Mais ne dis pas ça pour me faire plaisir, parce que c'est pas ça pour faire plaisir, mais t'as raison. C'est pour ça que j'ai voulu prendre contact avec toi. Moi qui restais toujours comme un ours enfermé, je dis là, ça m'intéresse. C'est pour ça que t'es venu, merci. Non, mais alors attends, on va en parler, mais c'est trop tôt. Parce que je voudrais, pour toi, et te faire... Parce qu'en plus, t'es comme moi, t'as vécu du temps aux US et tout, donc t'es un peu un schizophrène. T'as la culture française du business, latine, tu la comprends, puis t'as des aspirations que t'as construites dans tes premières armes. Quoi, et 20 ans en Afrique. En plus. Alors là, t'as une richesse que j'ai pas, et là, je t'envie. Parce que là, effectivement, tu dois avoir une grande richesse de points de vue. Mais voilà, et donc tu as en tout cas forcément intégré dans ton ADN quelque part, quoi, dans ton épigénétique, la pensée anglo-saxonne, tu as été formé à Harvard et tout, bon, super. Alors, je vais aller juste néanmoins au bout de cette étape de pensée qui me semble très importante. Parce que, en fait, l'outil, on s'en tape en lui-même, ça j'enfonce une porte ouverte, mais pour une raison simple, c'est qu'on ne parle pas assez de ce que les anglo-saxons justement appellent, j'adore ce mot, cette expression, le mindset. C'est une question de mindset. Philippe Lou, le gars avec qui je bosse, qui a 64 ans, qui est un commercial au long cours, on ne va pas dire qu'il est à côté de nous dans le studio, ne dis rien Philippe, on est en plein enregistrement, mais en fait il est là, donc il doit être en train de se marrer. Il a le mindset digital. Donc on n'a pas besoin de rentrer toujours dans ces clichés de c'est la génération Y qui copie les autres, les digital natives et tout le bordel. En fait, tout ça, c'est pipeau parce que je rencontre beaucoup de jeunes qui n'ont même pas le mindset. C'est-à-dire qu'ils savent utiliser les outils, et c'est là l'énorme paradoxe. Tu as des gens qui ont la parfaite maîtrise de l'outil digital, mais la quintessence aspirationnelle, si tu veux, de ce qu'on veut faire avec la transformation digitale dans une entreprise, c'est pas parce que tu maîtriserais, quand bien même tu maîtriserais notamment le CRM, que tu aurais
le mindset qui permet de créer de la valeur Mais avec. C'est le paradoxe numéro 1 pour moi du digital. C'est que Voilà. le digital, théoriquement, c'est un outil permettant d'accélérer la qualité et la quantité des relations. Voilà. Le drame, c'est qu'il est vécu au contraire comme quelque chose de formaté et en fait qui enlève la relation. Alors attends, restons là-dessus. Le drame, Mm. c'est qu'il est vécu comme quelque chose de formaté. Oui. Alors je voudrais garder cette expression, peut-être on va la bosser ensemble. Ouais. Parce que si tu veux, alors je vais te le dire par un biais qui, je l'espère, va intéresser nos amis internautes qui sont en réflexion comme nous. Et pensez à nous engueuler dans les commentaires, à nous faire progresser pour la prochaine interview. Hein. On garde l'interaction, tu vois. Ça, c'est le mindset. Il a raison. Allez-y, écrivez, commentez autant que vous voulez. On répondra. Promis, hein. Voilà, non, parce On que répondra. c'est un sujet énorme pour quiconque. Alors évidemment, là, on a perdu plein de gens qui ont quitté la vidéo en se disant « Elle est longue, elle m'emmerde, je m'en fous ». Par contre, on garde avec nous tous les consultants et tous les gens qui réfléchissent. Ça, je le sais, ils sont là. Je le sais parce que j'ai des feedbacks. J'ai même eu un feedback de l'un d'entre eux au Social Selling Forum, Bruno Friedlanski. Il a écouté une vidéo que j'ai fait qui dure 50 minutes, un samedi après-midi. Et il me dit « Fred, putain, j'ai regardé jusqu'au bout, j'ai pas senti passer le temps parce que enfin tu parlais du vrai sujet. » Donc ça m'a fait plaisir parce qu'il y a certaines de mes vidéos qui l'emmerdaient avant. Hein. Donc tu vois, c'est sympa cette sincérité, ces choses qui émergent. Et sans vouloir me vanter, donc il y a des gens qui ont vraiment dit ça. Et c'est pas de la vantardise parce que justement, on est dans une co-construction et que le feedback qu'ils m'ont donné est intéressant. Donc je ferme cette parenthèse parce que nous avons besoin tous de nous responsabiliser sur ce que ça signifie sociétalement parlant, que comment dire, de capter ces concepts et de les rendre opérationnels. Parce qu'on fait de la merde en France. C'est Accenture même qui le dit. Tous les 6 mois, ils sortent leur baromètre de la... Alors, non pas de la transformation digitale, tu te rappelles, mais de la capacité des entreprises à créer de la valeur avec la transformation digitale. La France est avant-dernier de l'Europe. On n'est pas capable de retirer de la valeur avec le digital. Et ils ont 147 paramètres. Je ne dis pas que je suis un grand fan d'Accenture, mais le premier baromètre sur le sujet... Ils sont moins bien placés. Voilà, il y a 147 paramètres, je suis désolé, il est sérieux. Bon, Mm. et là, il met la France à la fin. Bon, donc déjà, si, je veux dire, il faut être un irresponsable pour rester sur LinkedIn avec Monsieur Transformation Digitale dans son accroche, ce que font quand même beaucoup de consultants. On est tous des soi-disant creative technologies, whatever. Et en fait, la réalité, c'est qu'on est un pays à l'échelle de la planète qui a un potentiel gigantesque, ce qui nous rend d'autant plus ridicule dans ce delta. Alors donc, je voudrais continuer sur ce que tu as dit. Je prends ton expression et je vais employer un petit détour pour bien te faire comprendre ma pensée. Un peu rigolo. Quand je vais sur Facebook, j'ai une certaine personnalité. Et quand je suis sur LinkedIn, je suis une autre personne. Quand je vais sur Twitter, je suis une autre personne. Et en fait, ce sont des sociologues qui ont étudié ça. C'est-à-dire que l'outil nous façonne. Tu comprends? C'est pas nous qui façonnons l'outil. Mais c'est toujours l'outil qui a toujours tout transformé. Mais, mais dans le digital, c'est encore plus depuis vrai. Depuis la préhistoire. Hein. C'est encore plus vrai dans le digital parce que les communautés, les tribus, et au sens vraiment tribal du terme et instinctif dans lequel on va parfois se vautrer. Elles sont multimorphes. Alors, elles sont multimorphes, mais surtout, elles nous amènent à changer d'avatar de manière subtile. C'est ça. Donc, on ne rentre plus... Et donne la possibilité de le faire. Exactement. Elle donne la possibilité. Tu parles à des jeunes qui ont parfois 14 avatars dans une même interface. Hein. Ça, c'est complètement dingue. Ça sera encore un sujet très intéressant, d'ailleurs, parce que je pense que les jeunes vont être de plus en plus dans l'expérimentation d'un moi numérique, qui est une sorte de moi de rechange qui leur permet de tester des choses nouvelles. C'est vraiment passionnant. C'est une mise en application formidable du côté plastique du cerveau. Mais de la plasticité. C'est là où c'est passionnant. Tout à fait. Alors justement, allons au bout de ce raisonnement. Pourquoi maintenant je dis ça? Eh ben voilà, c'est que la philosophie, la doctrine intrinsèque, immanente au produit, à la plateforme, à l'outil, de deux choses l'une. Soit tu rentres dedans, dans le moule, et tu vois bien ce que nous fait LinkedIn. Hein. À LinkedIn, ils ont gagné. Hein. Moi, je joue avec, j'ai l'air très sympa, on a l'impression que j'ai des actions chez LinkedIn. Hein. En fait, entre nous, je leur en veux, mais mortellement. D'abord, j'en veux au monde qu'il n'y ait pas un deuxième et un troisième. Parce que le fait qu'il y en ait un qui gagne et qu'on soit là, dans un monopole, ça me semble une catastrophe. On en reparlera une autre fois, c'est un autre sujet. Mais maintenant, mon point, c'est que tu vois bien que la manière dont est conçu LinkedIn nous amène à réfléchir d'une certaine manière, nous aussi, quand on agit, quand on diffuse du contenu. Et quand tu vois, par exemple... Une pensée formatée en ça nous 800 formate caractères. En 800 caractères, c'est terrible. Voilà. C'est terrible. Il y a ça aussi sur Twitter, etc. Voilà. Alors, ça peut être un défi intellectuel et ça peut être justement. Alors, il y a une sorte de créativité, de la contrainte. Voilà. Il y a une contre-réaction possible qui nous rend créatifs. Et maintenant, j'arrive à ce que je disais, mindset. Tu vois, tu as les gens qui sont en fait enfermés dans l'outil et il y a des gens que l'outil libère. Voilà. Mais c'est là où on a un accompagnement à faire. Alors, c'est là où on a un accompagnement à faire, mais j'ai envie de te dire, je suis quand même assez pessimiste, quoi. Parce qu'il y a des gens que tu ne pourras pas déclencher. Alors, il y a des talents en friche et de la créativité enfouie qu'on peut révéler, c'est vrai, c'est la beauté du métier. Mais je ne sais pas si tu partages mon pessimisme. Moi, je pense quand même que
l'outil, parfois, il a tendance à trop gagner, quoi, et à rendre vraiment con. D'ailleurs, regarde en ce moment comment Twitter, je sais pas si tu t'as regardé un peu les gilets jaunes sur Twitter, par exemple. Tu vois l'astroturfing des équipes de Macron, là, avec des fake profiles absolument incroyables. Je suis tombé sur le profil d'un jeune, là, la semaine dernière, super mignon, qui s'est créé un compte sur Twitter. En avril 2019, il a juste mis 3 mots, il a mis LRM, En Marche, fan de Macron. Et en fait, quand tu fais une recherche inversée sur l'image avec le moteur de recherche d'image de Google, tu t'aperçois en fait que le profil en question, là, c'est un mannequin brésilien. Donc j'ai montré ça à un pro qui est très bon en Infowar, en astroturfing, et il a commencé à faire des recherches avec des amis hackers. Ils ont trouvé des milliers de fake profiles en utilisant les mêmes mots-clés et avec des images mises à l'arrache, probablement par des robots. Bon, quand je dis que Twitter rend con, c'est vrai pour cette raison-là, mais il y a aussi le fait que, bon, bah, si tu vas sur des sujets un peu touchy, les gens passent leur temps à s'insulter, en gros. Voilà, moi j'ai eu le malheur de me prendre en photo sur une manif gilet jaune parce que je voulais juste montrer qu'un mec qui est pas... C'est un accélérateur en fait, parce que c'est un accélérateur d'un penchant humain. C'est-à-dire que ce qui intéresse fondamentalement les humains, c'est pas les bonnes nouvelles, c'est les mauvaises nouvelles. Qu'est-ce qui est un accélérateur? Tous les instruments digitaux. Regarde par exemple sur LinkedIn ou sur n'importe quel site, les posts qui fonctionnent bien, les articles qui fonctionnent bien, sont rarement des articles positifs. C'est des articles qui dénoncent. Alors du moins c'est des articles émotionnels. Voilà, et qui dénoncent. Il faut qu'il qui dénoncent. Mais c'est vieux comme la littérature. Le coup de gueule fonctionne pour toi, oui. Hélas. Et moi, ce que je trouve. Moi, je suis surtout connu pour mes coups de gueule en même temps, donc je peux pas te dire le contraire. Mais c'est bien les coups de gueule. Dans mon micro Landerneau, bien sûr. Mais c'est bien les coups de gueule. Mais ce que je trouve assez détestable finalement, c'est pour ça que j'ai toujours été méfiant. Moi, j'y suis depuis relativement peu de temps. Il y a des coups de gueule qui sont juste des cris, sans rien, et puis il y en a qui sont argumentés, et qui ouvrent le débat. Et là, c'est intéressant. Et là, c'est intéressant. Et puis, c'est quand même une grosse machine à flatter, quelque chose que je trouve dangereux, c'est l'ego. C'est Victor Hugo qui disait que la qualité des hommes, c'est son intelligence, moins son ego. Et quand même, c'est une machine à pomper l'ego de façon assez. Je suis pas entièrement d'accord avec ça. Parce que tu parles de Hugo, moi je te citerai Stendhal et les souvenirs d'égotisme. L'égotisme, c'est s'utiliser soi comme parangon et unité de mesure en quelque sorte pour étudier l'homme. Et le meilleur sujet d'étude, comme disait Stendhal lui-même, c'était lui-même. Il avait lui-même sous la main. Moi, je mets sous la main. Donc si je parle de moi, je peux aussi le faire d'une manière positive et utile aux autres. Donc il y a une subtile différence entre égotisme, qui n'est pas péjoratif, et égocentrisme. C'est vrai. Je propose mais c'est un peu comme le cholestérol, il y a le bon et le mauvais. Ouais, exactement. Il y a celui qui s'en sert comme un terrain d'introspection et de réflexion, et celui qui se protège en fait de ce qui pourrait présupposer comme être quelque chose d'être abrasif et dangereux pour lui-même. Alors tu as encore un stade bien au-dessus, qui est le narcissisme, bien sûr, et c'est là qu'on peut s'en plaindre. Moi j'ai inventé un mot sans le vouloir un jour, j'ai dit égonisme. Parce qu'en fait c'est la fusion de ego et hédonisme, c'est la jouissance de soi. C'est-à-dire ça va encore plus loin selon moi que le narcissisme. Si on le voit, certaines minettes qui se prennent en photo pendant des heures sur Instagram, surtout aux États-Unis, mais aussi en Asie, tout ça, il y a vraiment c'est de la folie. Tu sais qu'il y a d'ailleurs, tu as des articles qui te montrent les morts par selfie. Donc tu as tous les ans, enfin tous les mois, et je crois même tous les jours, des gens qui meurent bêtement à cause d'un selfie. Mais les pires, c'est notamment l'histoire d'une minette qui se prenait toujours dans une situation de plus en plus héroïque. Donc elle est montée au sommet d'un immeuble en construction, elle s'est mise au bord d'une poutre en fer qui dépassait, elle a fait le selfie de sa vie, mais c'est aussi le selfie de sa mort. Bon voilà. Juste pour terminer ce que je te disais, donc pour aller au bout du raisonnement, on va terminer ensemble sur ce thème de la transformation digitale. Tu vois, je parle beaucoup mais j'oublie pas dans notre interaction où on va. Je te disais à l'instant, donc je m'étais pris en photo moi sur j'aimais bien la dimension grassroots des Gilets jaunes, je me suis pris en photo et je dis c'est important que des gens qui sont entre guillemets dans le système viennent aussi les soutenir. Je trouvais que c'était un devoir démocratique, en tout cas d'essayer de comprendre. Et j'ai reçu une pluie d'insultes. Je voulais juste terminer ce raisonnement pour te dire, enfin ce retour d'expérience, pour te dire que j'ai tenté de parler démocratie dans mon petit Landerneau LinkedIn. Et là, j'ai pas vraiment fait un flop. J'ai eu moins d'une centaine de personnes qui ont réagi. Par contre, la première fois de ma vie, il m'est arrivé un truc incroyable. J'ai eu 2 fois plus, ce qui n'arrive jamais, 2 fois plus de messages privés, de gens qui m'ont dit merci. Alors je veux pas liker, je veux pas que ça se voit, je suis quand même dans l'environnement professionnel. Alors qu'en fait, j'ai pas du tout fait un post pour parler de politique. Je parlais de démocratie. Je dis juste, est-ce que vous ne pensez pas que nous autres, les professionnels, qui sommes dans l'ensemble plutôt bien nantis, enfin mieux nantis que la plupart des gilets jaunes, je veux dire par là, évidemment, il y en a plein qui souffrent. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait faire un petit travail de réflexion sur le logiciel démocratique et je proposais une liste de lecture et que tout le monde enrichisse cette liste de lecture? Absolument. Et la plupart des contributions étaient cachées, discrètes. C'est-à-dire les gens ont peur de parler. Et ça, tu vois, c'est très intéressant parce que tu vois bien qu'on ne parle plus de l'outil, mais entre guillemets de la saveur de l'outil et de l'imprégnation
qu'il propage dans l'esprit des gens. C'est-à-dire, tu es dans LinkedIn, tu es dans le côté consensus lisse, tu fais gaffe, c'est du professionnel, et on voit bien qu'il véhicule T'es dans ton des valeurs alias. culturelles. Voilà. On est dans son alias professionnel et Voilà. on n'en sort pas. Absolument. Et je trouve que ça rend lâche. Oui. Tu vois, ça rend lâche. Donc j'ai un problème avec ce mindset. Tu vois, moi je passe mon temps à promouvoir le débat. Parce que j'estime qu'il faut faire de la pédagogie sur le débat. Ben, dans la plupart, dans l'esprit de la plupart des gens, débattre, c'est combattre. Alors qu'en fait, débattre, hein, il y a le préfixe prédatif de battre, c'est ne pas se battre. Débattre, c'est arrêter de se battre. C'est joli l'étymologie, ça nous apporte un truc tout con. Mais pour pas oublier que avant ça, on était des animaux où on faisait des guerres et quand on sortait une massue ou une arme pour se taper les uns sur les autres, c'était ça l'échec. Donc quand on débat, quand bien même on serait dans le débat spectacle débile qui se passe sur les plateaux télé d'Ardisson, et ben pour moi, c'est toujours mieux cette démocratie spectacle que des gens qui ne débattent pas ou qui nourrissent de la haine ou qui ont peur de débattre. Bon, après, on peut évidemment promouvoir le débat intelligent et bien construit. Bon voilà. Je voulais quand même te dire ça. Et donc les outils, en tout cas, véhiculent des valeurs intrinsèques. Et les outils nous façonnent. À tel point, d'ailleurs, on voit bien avec Cambridge Analytica sur Facebook, que Facebook a un impact sur le moral des foules. Ah, quand même, c'est incroyable. Alors, dans ce contexte-là, c'est quoi la transformation digitale? C'est le digital qui nous transforme, qui transforme notre psychologie. C'est-à-dire qui impacte la psychologie des gens. Mais il y a aussi ceux qui le transcendent, qui le dominent, qui maîtrisent tellement bien les codes. Donc ça ne sert à rien de transformer digitalement la société, les organisations et les gens si on ne s'assure pas que les gens dominent cette transformation. Donc on doit les enabler pour qu'ils ne cessent de le subir. Absolument. Et voilà. Bon, Absolument. alors maintenant, c'est là, je te laisse si tu veux parler du cognitif, parce que t'as bien aimé cette partie-là de... Non, mais je trouve que c'est un sujet intéressant, mais en fait, c'est le sujet de la liberté donnée, si je ressente le sujet sur les forces de vente, sur l'organisation commerciale, sur la transformation commerciale et la relation client. Tu veux dire la relation directe avec l'objet social de 5 millions d'entreprises en France? Exactement. Parce qu'elles doivent toutes vendre. Exactement. Mais c'est le vrai sujet de la liberté et des organisations managériales. Ouais. C'est-à-dire que c'est théoriquement un outil en réseau, c'est un outil qui permettrait beaucoup de liberté, mais c'est un outil qui n'est pas de même morphologie en fait que les organisations qui sont encore terriblement pyramidales. Pardon, quel outil? Tous les outils digitaux. Ah, tous les outils, d'accord. Par définition, c'est du réseau total. C'est-à-dire tout le monde a la possibilité, les collaborateurs ont la possibilité de s'exprimer en leur nom, au-delà d'une communication pyramidale, descendante, institutionnelle. Et c'est là d'ailleurs qu'il y a un vivier incroyable. Et il y a un vivier de créativité incroyable, mais on est encore dans cette logique quand même très pyramidale où on contrôle l'information. Mais c'est pas seulement ça, c'est qu'on part du principe que les vendeurs ne seront pas du côté de l'innovation. L'innovation, elle va être du côté du produit, éventuellement du marketing et de la relation client. Mais les vendeurs qui ferment leur gueule, qui s'écrasent et puis qui aillent sur le terrain. Qu'ils appliquent. Et c'est là l'erreur fondamentale. Et moi, le mot qui me rend dingue, pourtant c'est le cœur de mon métier de base. J'ai une organisme de formation, j'ai 14 collaborateurs, c'est le mot formation. Ah. C'est un mot épouvantable. Pourquoi? Mettre en format. Ah, d'accord, formation formatée, c'est ça? Exactement. Format, formation, en fait, formaté. On devrait dire déformater. Mais exactement. Désapprendre. Et donner la liberté. Et faire en sorte que les gens osent vivre leurs émotions, osent les exprimer, osent affirmer des convictions. Et c'est là où ils emportent tout. Ah, c'est terrible. Et dès qu'on les met dans des formats, par exemple, le terme technique de vente est l'un des termes les plus épouvantables en matière de relations commerciales. C'est exactement tout le contraire. Oui, parce que ça sous-entend des stratagèmes, c'est ça? Exactement. Manipulatoires. Exactement. Alors qu'en fait, on a le droit d'être un vendeur et un stratège, bon sang. Mais c'est les deux. C'est les deux, on est bien d'accord. C'est absolument les deux. Ouais. Ça me rend malade tout ça. Et que mais c'est en fait tout le rapport en fait même le terme est terrible, au pilotage des collaborateurs. Je trouve que c'est un terme absolument épouvantable. Comme dans une salle de radar où on va contrôler des collaborateurs. C'est comment on leur donne de la liberté, de la confiance. Ouais. Le problème, c'est que la liberté et la confiance, ça ne se décrète pas. C'est un processus lent. On ne peut pas décréter d'un jour que je fais confiance à mes collaborateurs. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais je pense qu'au fond, on est d'accord. Je vais te dire pourquoi. Parce que justement, paradoxalement, la confiance se décrète au sens où je te la donne d'emblée. Tu peux toujours l'abîmer et la perdre. Mais elle se promeut. Tu vois ce que je veux dire? Elle se promeut comme ça. Elle se promeut comme ça. Voilà. Absolument. Parce qu'après, il y a un côté miroir à cela. Ouais, par exemple, je suis convaincu qu'on doit donner sa confiance d'abord. Par défaut. Oui. Alors par contre, je la retire vite si on fait une connerie. Ouais. Non, mais c'est infligé à un coup. Bien sûr, la confiance. Mais c'est d'abord il faut quand même tirer le premier. Messieurs les Anglais. Bon, tu parlais de... Alors, restons sur le terrain de désapprendre. Ouais. Alors, justement, là, c'est ce qu'on a... J'espère que nos amis internautes vont soit nous engueuler, soit nous aider, soit complémenter ce qu'on dit. Et puis, s'ils sont pas contents, ils ont qu'à venir en studio et avoir les couilles, comme mon ami Philippe, de se mettre face caméra et de prendre des risques, parce que lui, il prend des risques, hein, d'accord? Oh là là. Non, ça va, franchement. Ne me plaignez pas, tout va bien. Non, parce que, en fait, je fais des coups de gueule. T'as dit que ça marchait sur Internet, non? Ça marche, ouais. Blague à part...
Donc, si on essaye de déconstruire, donc en essayant d'être un peu intelligent et critique, donc cette notion de transformation digitale, c'est pas pour avoir une conversation mondaine. C'est parce que ça engage la société, quoi. Bon, et puis les mecs comme nous qui rentrons dans les entreprises, on a une responsabilité parce qu'on est des consultants. On peut toujours continuer à leur vendre de la merde parce que ça leur fait plaisir et qu'ils se disent c'est bon, j'ai mon consultant de transformation digitale, il a vécu 10 ans aux US, il a bossé dans une boîte côté au Nasdaq, ça fait bien, non? Ce qui me rend malade, c'est que les gens qui m'achètent entre guillemets pour ça. Et en fait, moi, mon point, c'est que je dois d'abord déformater ça pour expliquer que c'est pas la transformation digitale, c'est exactement ce que tu dis, Philippe, la transformation des gens. Et je mets deux mots. Et des organisations. Et des organisations, bien sûr, par voie de conséquence, mais par propagation. Parce que c'est ça que la puissance du digital apporte, c'est que c'est une self-transformation d'abord. Et les plus talentueux, les plus actifs et ceux qui ont le meilleur mindset, voilà, sont les plus contagieux. Et donc ils ont une force en cercle concentrique sismique, une onde sismique qui se dégage autour d'eux. Et donc si le mec il est en bas à droite de la pyramide, il touche les gens en bas à droite de la pyramide. C'est pas d'en haut. Il devient contagieux. Voilà. Et surtout c'est pas mathématique. Donc c'est-à-dire que les plus talentueux font sortir quelque chose. Donc je reviens maintenant sur pourquoi c'est important d'amener les gens à se libérer de ce concept qui est certes préhensile et pratique au début, je pige évidemment, mais il faut s'en libérer. C'est qu'on est malheureusement limité par ce concept, pour les raisons que tu as dites, il faut commencer par les gens, etc., je suis d'accord, mais surtout parce qu'on loupe enfin, et c'est ça l'étape du raisonnement sur laquelle on va s'engager ensemble, et qui je sais qui t'intéresse, c'est pour ça même que tu es venu dans ce studio, c'est que ce qui est intéressant dans la transformation digitale, donc, c'est comment elle nous transforme. Donc, comment notre rapport à l'information dans ce monde infobèse, bourré d'outils, transforme notre psychologie. Et donc, comment l'homme, en interaction avec la machine, devient un autre homme. Et c'est pour ça que, en référence à ce qu'on appelle le consensus mondial de tous les chercheurs, de tous les scientifiques, c'est de dire qu'il y a eu une révolution cognitive à l'échelle de l'humanité quand on a inventé le feu, parce que notre biochimie était énergétiquement, si tu veux, orientée autour de la digestion. Et quand on a inventé le feu, le cerveau s'est développé. Donc on parle d'une révolution cognitive. Bon. Et là, on a inventé le digital. Alors, c'est pas une révolution cognitive, quoique on pourrait peut-être en discuter, mais à coup sûr, c'est une transformation cognitive. Pourquoi ? Parce qu'on est tous en train de muter de par l'interaction homme-machine. Et donc, quoi de mieux que le cognitif ? Et homme-homme à très grande échelle. Mais totalement. En réseau mondial. Bien sûr, puisque les hommes n'interagissent plus de la même manière. Exactement. Absolument, avec avatar interposé, avec une nouvelle forme de complexité, de sophistication dans la communication. Et justement, donc, le terme de cognitif est très important. C'est le moment où, d'ailleurs, très bonne nouvelle pour les psychologues, cliniciens et les spécialistes du cerveau, les neuroscientifiques, il faut qu'ils reviennent dans les entreprises plus que jamais, parce qu'ils ont, eux, la crédibilité, donc, pour s'intéresser à la psychologie individuelle, la psychologie des foules, les dynamiques de groupe, etc. Mais pas les coachs. Hein. J'aime les coachs. Mais j'aime pas ceux qui s'improvisent en psy et qui ont l'air d'être les psys des équipes. Ça, j'ai un petit problème avec ça. J'aime bien les accompagnateurs, les transformateurs, les consultants qui assument d'avoir une doctrine. Parce que quand tu assumes d'avoir une doctrine, d'ailleurs au passage, c'est une doctrine, donc tu peux aussi admettre qu'elle a des insuffisances parce que c'en est une parmi d'autres. Et moi, j'aime bien les consultants qui ont le courage de dire j'ai une doctrine. Mais les coachs, en fait, il y a un truc qui me dérange actuellement. C'est pas les coachs en soi, attention. Hein. Moi, c'est la confusion des genres. Voilà, c'est la confusion des genres. C'est la confusion des genres entre le conseil et le coaching, avec des gens qui sont sur une lisière intermédiaire, en fait, qui font pas leur boulot. Exactement. Et donc, soit on a une posture, on assume, on est conseillé, et donc on a une vision subjective qu'on va co-construire. Mais une vision subjective, soit j'ai une fonction de miroir, et je vais aider en fait l'autre à grandir par lui-même. Et ça, c'est les bons coachs. Et ça, c'est les coachs. Voilà. Et je voulais juste terminer en disant, parce que là, c'est les vrais. Là, je veux pas que les coachs croient que je les aime pas, parce que sinon je vais me faire des ennemis inutilement, d'autant que j'en ai interviewé plusieurs dans ce studio avec qui j'ai eu des moments incroyables. Mais c'est justement ceux-là que je veux promouvoir, parce que ceux qui deviennent des pseudo-spécialistes de psychologie... Alors, moi, par exemple, je suis allé à Paris-Descartes pour faire une année avec des futurs psychologues cliniciens. Je peux te dire, je me suis écrasé. Hein. Parce que j'étais largué, j'étais le seul marketeur qui venait là pour s'ouvrir l'esprit, si tu veux. Et je sais que les gens, ou par exemple, tu vois Bernard Anselme que je reçois dans ce studio, qui est un gars qui a commencé par l'imagerie médicale, qui est un vrai spécialiste du cerveau. Lui, quand il dit quelque chose, il faut se taire et l'écouter. Et donc, ce que j'aime pas, c'est justement actuellement ce qui est un peu survendu. Ce sont ces gens qui, ayant intégré le cognitif, sont allés faire 6 mois de formation. D'ailleurs, moi, je l'ai fait. Et ça me rend humble. Et j'ai un problème avec ceux qui s'autodéclarent en gourou de la psychologie, des équipes, etc. Parce qu'ils pensent que ça rassure leurs clients, mais en fait, ils font des choses très dangereuses en mode vraiment apprenti sorcier. Absolument. J'ai fait un papier, d'ailleurs, sur LinkedIn il y a un mois de ça à peu près, justement pour dénoncer le danger des formations à 2 balles sur les couleurs ou tous les modèles où en fait on cherche à mettre des clients, des collaborateurs dans des cas. C'est excessivement dangereux tout ça. Terrible.
Oui, Terrible. tout à fait. Bah, qui c'est qui a fait un très bon article là-dessus? Laurent de Smet, je crois. Peut-être toi aussi, non? T'as Non, écrit là-dessus, non? Ah oui, j'en ai fait un, oui. Alors c'est toi? Ouais, c'est moi. Ah mais c'est Mais toi! oui, c'est moi. Ah oui, t'es sorti, tu t'es retrouvé dans un hall d'hôtel Ouais, et t'as absolument. entendu des commerciaux qui sortaient de 4 heures de Exactement, formation et qui ont exactement. commencé à galvauder eux-mêmes sous Exactement. tes yeux la formation. Exactement. Et ils ont dit, Madame Michu, là, Elle est on rouge, à 4 elle est bleus, verte, rouge, donc elle est oh, comme mon ça, Dieu. donc c'est terrible. C'est terrible. Alors du coup, tu vois l'impact de cette psychologie de comptoir? Exactement. C'est une catastrophe. Donc des gens apprentis sorciers qui vont recycler mal. D'ailleurs, je trouve que c'est le gros sujet de la fonction commerciale, je trouve que c'est la pauvreté quand même souvent abyssale Bah oui. des concepts où on nous ressort régulièrement, on nous réchauffe les questions ouvertes, on nous Mais réchauffe absolument. Tiens, des alors modèles, j'avais dit mais qu'on des- parlerait du pitch. ouais. Qu'est-ce que Alors, t'en penses toi du pitch? pendant très Vas-y, longtemps, dis tout ce que tu penses de mal. alors vas-y. je vais te dire, Fais-toi pendant très plaisir. longtemps, j'étais opposé totalement à ce que tu racontais. Ah ouais? Mais Mais tu sais totalement. pas ce que je raconte? Non mais si, C'est mais très j'avais secret. lu, parce que quand même, je te regardais, j'ai Ah, écouté, c'est sur le j'ai pitch lu. qu'on a un petit... Allez, vas-y. on y Sur va. le beach. Allez. Parce que je dis que, en On fait, retrousse les manches, le là. problème du pitch, c'est que l'objectif même est dangereux. Oui. Parce que dès que je suis dans une... Mais je crois que j'avais pas tout compris au début. Je crois que dès qu'on est dans une préparation, dans une posture où je cherche à exprimer une idée, où je cherche à vendre, eh bien en fait je suis un très mauvais vendeur. Parce que celui qui cherche à vendre et qui pousse une idée, eh bien, en théorie des rôles oblige, hein, mais engage l'autre en fait à être en résistance. Et que plus je parle, plus j'argumente, voilà, c'est le fameux adage, si je te suis, tu me fuis, et inversement. Donc pour moi c'est une posture qui est dangereuse. C'est d'autant plus, enfin je pensais que c'était une posture dangereuse qu'elle est très promue par les entreprises. Notamment on parlait tout à l'heure justement des fonctions marketing qui cherchent à imposer une vision, où on donne des documents, où on donne des tablettes, où on donne des supports, des plaquettes, on peut appeler ça comme on veut, à des commerciaux qui sont censés les communiquer, qui sont censés les utiliser, qui sont censés les appliquer. Et souvent ça donne des effets juste inverses à l'objectif premier. Parce que le vrai sujet, et le seul sujet, c'est de créer de l'intimité. Et quand on crée de l'intimité, en fait, on y arrive. Et pour ça, c'est pas la peine de former les gens au pitch, parce que si les gens sont convaincus, quand tu vas dans un super resto, que tu as adoré, que tu as passé un moment merveilleux, tu es le meilleur des vendeurs pour en parler à un ami. Et tu besoin de rien, tu pas besoin de formation, parce que tu es intimement convaincu de cela. Mais pour moi, pourtant, le quand t'en parles à cet ami, tu fais quoi? Bah, tu veux lui en parler. Non, tu fais Mais- juste un pitch réussi. Oui, bah voilà. Donc, le vrai sujet du pitch réussi, Ah c'est comme l'improvisation. Si je faisais une analogie, ça serait de les aider en fait à improviser, à se libérer et être alignés entre ce qu'ils disent et ce qu'ils sont. Alors, Mais si c'est pour bon, je peux retomber, te répondre là? oui, et si c'est pour retomber sur un format, il y a des gens intelligents et puis on va le travailler, on va le préparer, ça me semble excessivement dangereux sûr. et contre-productif. Bien sûr. Bon, alors Ah, déjà, vas-y. bah, moi, Convainc-moi. moi, je suis pitchmaster. Ouais, Tu sais ce que c'est un pitchmaster aux Ouais. États-Unis? oui, bien C'est quoi, sûr. dis? Bah c'est quelqu'un, pour moi c'est très proche du théâtre d'improvisation. Ah, mais non, c'est pas du tout ça. Un pitchmaster aux États-Unis, tape pitchmaster sur Google, tu vois, Ouais. un mec avec une batte de baseball. Ouais. Pitch, ah ouais, du baseball, ouais. Ah, Ok. bah, tout pitch, c'est lancé. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. Bon, alors Ok. je vais t'expliquer comment j'utilise le pitch, moi. Ouais. D'ailleurs, tout pitch, personne ne le sait, tout le monde a oublié. Ça veut Ouais. dire lancer. Ouais. À un moment donné, tu te lances. Mm. Tu lances une idée. Mm. Ah, je suis désolé, il faut t'apprendre à calculer la trajectoire de la balle. Faut s'entraîner un peu, non, quand même. Bon, et d'une. Deuxièmement, la batte de baseball, elle remplace le marteau de Nietzsche. Nietzsche, il philosophe au marteau. Tu te rappelles pourquoi? Mm. Il prend le marteau, il détruit les idoles. Mm. Il prend les concepts, il les détruit. Quand il reste un tas de cendres, il dit c'est bon, vous avez désappris, on va essayer de démarrer sur une bonne base. Et c'est pas un effet de manche. La réalité, c'est que le pitch, je l'utilise comme un alibi pour rentrer dans les entreprises et les sensibiliser à ce que ça implique de faire du go-to-market de manière stratégique. Bon. Mais comme tu sais, on n'a qu'une seule chance de faire une bonne première impression. Ta grand-mère a dû te dire ça un jour. On n'a qu'une seule chance de faire une bonne première impression. Alors, tiens, c'est le moment où je vais faire ma parenthèse en ce moment. Mike Adams. Mike Adams, je l'aime beaucoup. Je l'ai interviewé, je vais livrer ses interviews. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Seven Stories Every Salespeople Must Tell. Il n'a pas dit should tell, must tell. Bon. En fait, il nous donne des clés pour savoir raconter une histoire. Et il dit un truc très intéressant. Quand il rentre dans une entreprise, à sa grande surprise, parce qu'il a commencé à le faire l'esprit ouvert, il ne trouve que un ou deux bons storytellers, même quand il y a 80 vendeurs.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelqu'un qui, tu connais la loi de Pareto, hein, souvent 80, mais en fait souvent 95% des ventes sont faites par 5% des gens, hein, du volume. Donc tu as vraiment des leaders. Les leaders n'étant pas forcément des patrons, mais tu as des champions. Tu as ce qu'on appelle des top performers. Et le point commun, alors Michael dit que c'est ceux surtout qui sont sur le terrain, face aux clients, qui savent les écouter, qui ont l'amour du client et tout. Mais en fait, la théorie de Mike Adams, que je rejoins beaucoup, c'est que ce sont ceux qui savent raconter des histoires. Pourquoi ? Parce que tu sais, le premier neurone qui est apparu à l'échelle de l'évolution, alors c'est une phrase rigolote de dire ça, parce que tu sais, un jour l'évolution a mis un neurone sur le marché. Le neurone, il est arrivé dans un organisme monocellulaire, fait « Ouais, j'ai un neurone !» Bref, le neurone est arrivé, tu sais à quoi il a servi, le premier neurone ? À choper une proie, à cibler son mouvement. Et en fait, nous sommes câblés, et notre cerveau s'est construit par au gré de l'évolution, avec une manière, si tu veux, de connexion qui nous prédispose avant tout à capter les choses, les idées, les concepts dans leur mouvement. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on dit émotion, motion, mouvement. L'émotion, c'est ce qui nous fait bouger, c'est ce qui crée justement un mouvement, une ébullition, etc. intérieure, et qui crée justement les connexions et qui déclenche les neurotransmetteurs, quoi. Ça transmet dans tous les sens, ça bouge dans tous les sens. On est capable de reconnaître un danger en 1/100000 de seconde. Bon. Et en fait, on est aussi, selon certaines mesures qui ont été faites dans des instituts de neurosciences qui concourent tous au même résultat, quand tu demandes aux gens de se faire une première impression d'un cobaye qui rentre dans une pièce, peu importe la manière dont il est habillé, tout ça, on regarde. Bon, on s'est aperçu en branchant des capteurs à résonance magnétique sur le cerveau des gens ou des BEAM, tu sais, Brain Electric Activity Map, et en même temps aussi maintenant on le fait avec des prises de sang en temps réel pour voir ce qui se passe en termes de biochimie. On arrivait à une mesure qui fait consensus, qui est qu'on ne peut pas s'empêcher de se faire une première impression de quelqu'un en 1/24e de seconde. Donc imagine aussi ce qui se passe en 7 secondes, en 20 secondes, en 30 secondes. Bon. Et donc, toi, tu dis, effectivement, à un moment donné, on crée de l'intimité. Mais moi, mon point, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je dis simplement qu'il faut gagner le droit de créer cette intimité. Donc, je prends en fait ma batte de baseball. Je te défonce le pitch. Je t'explique en fait que ta vision du pitch, elle est formatée parce que tu as toujours des Elle est liée guides, à l'argument. Voilà, puis des guides de pitch en Creative Commons, hein, d'ailleurs, des pitch Canva. Tu tapes pitch Canva sur Google, il y a un mec qui a publié un Canva idéal pour le pitch, donc ça aide des start-upers à démarrer. Mais en fait, c'est de la merde. Pourquoi ? Pour une raison toute simple. Hein. Moi qui organise des pitch parties, j'ai parfois des gens qui appliquent à la perfection le pitch Canva et on ne sait pas pourquoi ça n'a pas marché. Pourtant, il a appliqué le Canva, non ? Ah, alors pourquoi la méthode ne marche pas ? Parce qu'il y a un jeu. Parce qu'il y a un Canva. Parce qu'il y a un Canva. Eh ben non, je pense pas. Le Canva peut te servir, mais au-delà du Canva, il y a quelque chose. Il y a une sorte de méta-Canva. Il y a une sorte de sous-jacent. Et tu sais, pendant qu'on parle, en équivalent informatique, mon réseau neuronal branché sur toi, c'est 2000 bits d'informations à la minute que je processe consciemment. Mon inconscient et mon système limbique est en train de processer 400 milliards de bits. Tu te rends compte ? Et c'est ça qui justifie l'existence de l'intuition. Et il y a en effet une approche, une compréhension de la relation intersubjective subtile par des leviers qui sont, si tu veux, basés sur des études, hein, d'accord, qui nous permettent d'éviter de dire des conneries. Alors là, je dois faire une parenthèse tout de suite parce que la plupart des gens y croient que quand on accède à ces études et qu'on utilise le neuro, c'est pour faire de la manipulation. Et en fait, moi, je l'utilise totalement à l'inverse. C'est pour arrêter les manipulations stupides. Voilà, les petits traités de manipulation à l'usage des honnêtes gens et tous ces trucs-là, qui sont des clichés. En fait, non seulement c'est de la merde, mais en plus c'est misleading. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je suis en train de te dire ? C'est que tout être humain, surtout ceux qui ont le QI d'un acheteur et un décideur, ressent en quelques fractions de secondes, même s'il ne le formule pas, même s'il ne le dit pas, il ressent l'authenticité, mais il sait si on est en train d'essayer de le manipuler. Et alors, quelque chose de très intéressant, c'est que tu peux te lever à la fin d'un TED show, tu as eu une conf avec un gars qui t'incite à l'applaudir, tout le monde se lève et applaudit, et le lendemain, 2 ou 3 jours plus tard, TED, Chris Anderson le dit, on s'est fait manipuler, on a tous applaudi, et ben cette vidéo on la diffuse pas. Parce que tu vois, les gens connaissent TED.com et les TEDx en disant c'est génial, tous ces gens authentiques qui appliquent justement le Canva de TED. Eh bien, Chris Anderson lui-même dit, j'ai assisté à une super conf, j'ai applaudi, mais il y a un truc, 2-3 jours plus tard, qui infuse et qui remonte de notre subconscient petit à petit, c'est notre QI critique qui s'actionne, et on sent qu'on s'est fait entuber. Et il dit, c'est des vidéos que je ne diffuse pas. Et les gens disent que TED c'est génial, et ben moi je leur dis, les vidéos les plus intéressantes de TED pour comprendre ce qui se passe vraiment en nous, si tu veux, c'est celles qui n'ont jamais été diffusées. Et justement, c'est les ventes qu'on n'a pas réussi aussi qui sont intéressantes. Parce que c'est celles dans lesquelles on a peut-être appliqué un Canva ou pas, on est peut-être allé sur la spontanéité ou pas, on a peut-être même été authentique ou pas, mais il se passe un je ne sais quoi ou presque rien, qui est extrêmement fin, extrêmement complexe, et que moi en fait je veux faire revivre. Je veux le faire pétiller. Voilà. Et comment je fais ça ? Eh ben, je dis, t'es du marketing toi ? Sors. Je les sors de la pièce.
Mais oui, parce qu'à un moment donné, ils reviennent en mode cérébral. On peut pas leur en vouloir, ils font leur boulot, ils le font bien, et je dis pas ça pour être politiquement correct. Ils font bien leur boulot, mais il faut qu'ils arrêtent d'emmerder les commerciaux sur le terrain, parce que ça crée de la fritouille, des chats et chiens c'est une histoire de chats et de chiens qui se détestent depuis toujours. À tel point d'ailleurs qu'en 2016, début 2017, aux États-Unis, a émergé la Sales Enablement Society pour dire faut mettre de l'huile. Mets de l'huile dans la relation, même aux États-Unis où ils le font mieux que nous. Ils ont créé des postes de Sales Enablement Director que tu retrouves en France là petit à petit dans quelques grands groupes. Et ben encore une erreur. Pourquoi? Parce que c'est pas les marketeurs qui vont enabler les sales. Dans l'expression sales enablement, il y a une belle intention, mais il y a quelque chose de profondément condescendant. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je vais dans les boîtes et je dis marketing enablement. Tu vas apprendre des mecs qui sont sur le terrain face aux clients et qui vivent les finesses de cette relation intersubjective. Tu vas apprendre de ça et là, tu vas en prendre pour ton grade parce que ça va pas rentrer dans tes formats d'études, carrés, tout ça. Ouais. À ton tour de parler du sales enablement. Parce que là, je suis sûr qu'au fond, on va être un peu d'accord, mais que tu vas avoir une autre vision. Parce que toi, tu formes des équipes. Le sales enablement, on t'a dit d'en faire? Et qu'est-ce que t'en penses? Alors, en fait, tu m'as fait grandir sur ce sujet-là, il y a quelques temps, parce que, mon ami, voilà, tu m'as fait grandir sur ce sujet-là, voilà, on est potes. Tu m'as fait grandir sur ce sujet-là parce que... Si je t'ai converti au non-pitch, j'en suis ravi. En fait, pendant très longtemps, j'étais extrêmement méfiant. Sur toutes les démarches visant à la promotion, à l'argumentation, à l'expression. Parce que je trouvais ça, en fait, dans le sens même, dangereux, parce que ça centrait, en fait, le discours Mais je suis d'accord avec sur soi-même. Parce qu'il faut construire les relations. Sur soi-même. Et que finalement, tout était affaire de relations. Donc voilà, le seul exercice vraiment utile, je trouvais vraiment, fondamentalement, pour aider des commerciaux à réussir, c'était à la fois l'art de poser des bonnes questions. Exactement. Et de jouer la carte de la maïeutique. Bah ouais. Alors, tu vois, moi, et que pour moi, un commercial, c'est un maïeuticien. Voilà. Son maître absolu, c'est Socrate. Ouais. Et pour le reste, tout est littérature. Pire que ça, tout peut être même confusion des genres et orienter le regard et l'intention sur quelque chose de contre-productif et dangereux. Bien sûr. Oui. Donc, la maïeutique est rien d'autre. Oui. Si on a affaire à des grands maïeuticiens, voilà. En fait, la vente devient facile. Mais oui. Elle devient collaborative, elle devient authentique et sincère. Mais tu comprends maintenant mon point? Tu es obligé de séduire les boîtes. Mais exactement. En leur parlant de pitch. Comme ça, tu as mis un pied dedans. Exactement. Et après, moi, je suis pire que le virus Ebola dans un village africain. C'est horrible ce que je viens de dire. Exactement. Mais après, je reste et je casse c'est le pitch. pas correct, mais t'as raison. Mais à la fin, t'as raison là-dessus. Là, t'as raison. Voilà. Et après, une fois que je suis le virus, je fous ma merde. C'est-à-dire que les mecs, ils terminent l'atelier et ils disent mais c'est cool, en fait, on va pas pitcher. Tu vois? Et donc quand il réinstalle, alors je révèle un peu le truc parce que d'abord je le cache. J'ai plein de concurrents sur le pitch. Et après je vais te dire quel est mon véritable problème sur le pitch. Et ça, faut qu'on en parle parce que j'ai un problème sociologique sur le pitch. Mais je termine juste là-dessus. Je vais le révéler en fait dans le bouquin que je fais. D'accord? Et là je vais te mettre une centaine de vidéos dedans, quoi, où tu me vois déconstruire le pitch des gens qui pitchent. Et je leur défonce le pitch. Parce qu'en fait je vais chercher autre chose. Et je peux pas tout dire là. Parce que je veux vraiment le donner en valeur ajoutée. Maintenant, je voudrais revenir sur l'aspect sociologique. Du simple fait que je sois pitchmaster, je suis un gros blaireau en France. Je suis un loser. Tu sais que j'ai même un pote d'HEC qui m'a dit ah ouais, t'as passé 40 ans, tu fais du pitch. Il m'a regardé d'un air vraiment désolé pour moi. Ce qu'il ne sait pas, c'est que ça, c'est fantastique pour ouvrir des portes et que, heureusement, les gens qui comprennent sont là. Mais maintenant, j'attire toi qui as vécu aux États-Unis, j'attire ton attention là-dessus. Et ça, tu vois... Ça justifie le combat des forces et de la transformation de la vente. On en est à un stade aberrant, au lieu de s'intéresser au pitch, moi les gens devraient être comme des fous et le bosser comme des fous, quitte à ce qu'ils soient, tu sais quoi, même sur des canevas merdiques, parce qu'au moins ils démarraient quelque part, quoi. Parce que bon, t'as essayé de faire pitcher un grand patron, y compris d'une boîte du CAC 40, moi j'ai essayé. Hein. C'est terrible. Non mais ils savent même pas faire le pitch de leur boîte, quoi. Ça me rend fou. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Parce qu'ils ont peur. Mais ils ont peur parce qu'ils n'ont pas de... Comment dire? Ils n'ont pas, j'allais dire méthode, c'est pas la méthode, ils n'ont pas le point de départ, ils n'ont pas le mindset. Mais t'imagines la catastrophe? Mais parce qu'ils sont dans la sécurité. Les mecs savent même pas raconter des histoires. Parce qu'ils sont dans la sécurité. Parce qu'ils sont dans la sécurité. Bah oui, mais ils sont dans la sécurité, mais du coup... Donc ils veulent se protéger. Il y en a 1 sur 10 qui sait réussir une histoire, qui sait raconter l'histoire de sa boîte, qui sait te faire rêver, qui sait amorcer cette fameuse relation intime. Les autres, tu leur demandes... Tu sais ce que la dernière boîte que je suis allé voir, j'ai dit, bon ok, on va faire un petit exercice. Avant d'aller sur mon terrain, on va rester sur le vôtre.
Hein, donc, vous allez me faire votre pitch. Et là, je te jure, au lieu simplement de lever la tête et de se marrer, de le sortir, parce qu'on est dans une pièce fermée, donc allez-y, faites-le moi, jubilez un peu, racontez-moi la vie de la boîte et tout. Je te jure, je les vois s'affairer dans les pas dans les papiers, mais dans les intranets avec les ordinateurs. Et puis ils finissent. Ah, je l'ai retrouvé. Celui que l'agence machin nous a fait pondre l'année dernière. Et ils te sortent le pitch au mot à mot. Oh putain. Et en fait, tu sais quoi, c'est un petit jeu pervers de ma part, parce que je piège les gens avec ça, j'en fais, vous m'avez sorti le pitch qu'on vous a écrit, et en plus, le pire, c'est que, et je vais avoir l'air prétentieux, tu sais quoi, je m'en tape. Je mets au défi quiconque de venir me faire son pitch, en pitch party que je fais gratuitement, parce que pour pas passer pour un gourou prétentieux, tu sais ce que je fais, je dis aux gens, vous venez chez moi, gratuitement, vous me faites votre pitch, et si vous pensez pas que je vous ai apporté un truc, vous avez le droit de me défoncer dans les réseaux sociaux. Parce que c'est sincère mon truc. Tu vois, moi, je t'apporte la preuve. Et voilà, mon point, donc qui me rend dingue, c'est que 9 fois sur 10, j'ai un pitch catastrophique. Mais vraiment, mes oreilles saignent. J'ai le cœur qui saigne surtout, parce que je ressens aucune émotion, j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule. Surtout, c'est l'ennui qui est là. Et l'ennui qui est là, et la peur de s'exprimer. Merci, tu l'as dit. La peur. Ils ont peur de renouer avec ce qui fait la force et la beauté et la grandeur de mon pays. C'est l'éloquence, quoi. Tiens, fais un truc. Tape éloquence dans Amazon. Ah, je te jure. Amazon de France. Éloquence, t'as plein de vieux ouvrages qui sortent de l'époque de Danton. L'éloquence, mon Dieu. Mais ça remonte jusqu'à la période grecque. T'as des analyses fabuleuses sur l'éloquence. C'est comme ça que je suis arrivé d'ailleurs à apprendre que Mercure était le dieu de l'éloquence. Nous avons presque une responsabilité, les Français, de montrer qu'on est si bon dans l'éloquence. Qu'est-ce qu'il en reste ? Quelques émissions où t'as Zemmour et je sais pas qui sur YouTube qui s'engueulent un peu mieux que les autres. Encore, c'est pas toujours élégant. Et c'est ça les mecs éloquents là. Mais l'éloquence, moi je dis, elle vient d'en bas. Nos fameux vendeurs. C'est les derniers à pouvoir l'exercer. Les belles lettres, le bel esprit, bien sûr. Et puis surtout, c'est un moyen fantastique pour eux d'avoir un job passionnant. T'as vu, je suis un fou, hein, tu regardes d'être venu. Non, c'est génial. Mais d'avoir un job passionnant. Mais oui. Parce que c'est extraordinaire de travailler ça. Mais oui. C'est un plaisir. Mais alors, en revanche, je crois qu'il y a un effet feedback du pitch qui est intéressant, c'est que, en fait, c'est comme une espèce d'atout magique à ne jamais utiliser. Ah, j'adore. C'est un atout magique, magique à ne jamais utiliser. C'est comme quand on formait les gens. Parce que si tu commences à croire qu'il est magique, déjà, tu te prends une tôle. Exactement. Ouais. Mais savoir qu'on a une carte magique, comme un enfant qui a son doudou, il a son doudou, donc il a confiance en lui, donc ils sont à l'aise, donc ils vont oser, en fait, aller sur des terrains nouveaux, s'adapter, ressentir, et utiliser, en fait, comme une boîte de Lego, en fait, il faut qu'il ait plein de doudous. Et puis il va utiliser mais le doudou, c'est une histoire. Ces tricks, et puis il va les... Absolument. T'es d'accord ou pas ? Ce sont des doudous. Qui sont des histoires. Des histoires. Ce sont des histoires. Il va reconstruire peut-être une histoire qu'il va inventer, qui va là, créer. On est au cœur de l'intimité de notre humanité. Les histoires sont consubstantielles, pas que de notre civilisation, du fonctionnement de notre cerveau, de notre humanité. Et on ne sait plus raconter des histoires. On les consomme comme des crétins sur Netflix, j'en fais partie. Hein. Donc j'insulte personne. Je binge parfois. J'adore les histoires. Mais comme j'ai suivi une formation à une époque, hein. Oh là là, si tu savais, bon. J'ai eu le fantasme à une époque, en 2004-2005, de devenir un producteur de cinéma. Et ça s'est terminé par un stage chez Arte où j'ai réalisé que je ferais jamais ce métier. Bon, c'est une longue histoire. Mais pendant un an... j'ai une histoire où j'étais producteur. Toi, tu l'as été vraiment ? J'étais producteur, je voulais concurrencer Canal+. C'était ma première job, j'avais 18 ans. J'étais lauréat d'une fondation qui s'appelle la Fondation Jacques Douce. On a levé des tas de fonds. Je le connais. J'ai même bénéficié d'un apport de fonds de l'association Jacques Douce, mec. Eh ben moi aussi. Je te jure. Incroyable. Mais incroyable. Quelle promotion. Pour un film que j'ai fait au Népal. Incroyable. Vraiment. Alors attends, je termine mon histoire. Parce que les gens vont croire que là, on fait les mondains et qu'on se marre à dire j'ai fait ci, j'ai fait ça. Attendez, restez avec moi les internautes. Ne m'insultez pas. Ce que j'allais dire en fait, qu'il y avait de génial dans cette formation de la FEMIS, qui était un master pour devenir producteur, c'est qu'on te confronte à l'échec des histoires. C'est-à-dire chaque semaine, tu avais un nouveau prof et un intervenant, voire des intervenants, qui venaient te présenter un film que généralement tu connaissais pas, des films d'auteur même qu'ils allaient chercher en Chine, en Allemagne, en Espagne, tout ça. Mais c'était très intéressant parce que ça pouvait être des très beaux films. Et tu devais deviner sur la base du synopsis puis du scénario si ça allait marcher ou si ça avait marché ou pas, ne l'ayant pas vu. Voilà. Quelle idée géniale. Je remercie les pédagogues de nous avoir fait étudier ça. Ouais, parce que du coup, c'est une super idée. C'est une super idée. C'est-à-dire de pas savoir. C'est vraiment une super idée. Tu peux le redire encore. Mais c'est bien. Ça va 2 fois, c'est bien. Allez, 3. C'est vraiment une très très bonne idée. Voilà, c'est une super idée. Faites ça dans les entreprises. Il faut le dire 3 fois, c'est jamais trop. Parce qu'il faut montrer ce qui n'a pas marché. C'est valable dans tous les domaines. Mais donc sur la production, ça a sédimenté en moi pendant 15 ans. J'ai pas compris que j'avais acquis une putain de compétence.
Et je ne l'ai pas utilisé. Pourtant, je suis resté passionné. J'ai même suivi un jour un séminaire du plus grand script doctor d'Hollywood qui s'appelle Mackie et qui a écrit un bouquin qui s'appelle Story. Et le mec t'explique depuis ce que c'est, depuis l'aube de l'humanité, une bonne histoire. C'est dingue, hein. Voilà. C'est fou, ça. Bon, ça c'est fou. Et donc c'est ça qui est au cœur du pitch quand je l'enseigne. Et donc, il y a des règles universelles qui font qu'une histoire a ne serait-ce qu'une chance de marcher. Je suis rentré aux toilettes, comme disait Vinvin, là j'ai interviewé, il dit, tu rentres aux toilettes, il y a une guêpe qui tourne autour de toi, et là il me dit, t'as vu, t'as envie de savoir la suite, hein. Tu vois, je trouvais ça génial. Vinvin est un mec génial. Et donc, je suis totalement d'accord avec ça. Et surtout, j'ai même pas besoin d'être d'accord, c'est un fait. C'est un fait. L'histoire est donc bien consubstantielle de notre humanité. Et bien, pourquoi je te dis ça? Parce que, voilà, c'est là que ça devient plus subtil. Une fois que j'ai enfoncé les portes ouvertes. Ce qui devient beaucoup plus subtil, c'est quand on parle d'histoire, on a tendance à essayer de les cérébraliser, de les objectiver. C'est-à-dire, tu vas demander à un spécialiste du marketing qui sort fraîchement d'une super école, et il va faire l'histoire qui s'applique au monde corporate dans lequel on lui a demandé de fabriquer une histoire, et les agences font ça. Et elles te pondent des pitchs et des histoires, mais pourries, qui sont une succession qui ne fonctionne pas souvent de faits et de chiffres et d'accomplissements qui semblent bien parce qu'en fait ils sont tous coincés du cul sur la communication, ils n'osent pas parler des trucs qui font mal, alors que dans une bonne histoire il y a des problèmes. Il y a des obstacles, voilà. Toujours. Il y a des émotions, y compris des émotions toujours. négatives. Toujours. Voilà. Ouais. Dans le théâtre classique, il y a toujours, voilà, à la fin du deuxième acte, il y a un drame. Exactement. Y compris dans une comédie. Ce qui me fait marrer, c'est que tout le monde parle de Steve Jobs, tout le monde. Et puis alors personne, si peu d'entrepreneurs qui pourtant en parlent, ont tiré les bonnes conclusions de ce que c'est que l'aventure de Steve Jobs. C'est un mec qui passe son temps à se prendre des tôles dans la figure spectaculaire et qui survit à tout. Et c'est pour ça qu'il nous fascine. Et que ça, il a transcendé même sa marque. Bon. Et donc, je reviens donc sur les histoires. C'est pas facile d'écrire une histoire, parce que quand bien même on l'aurait compris, tu vois, moi par exemple, j'ai l'impression d'avoir compris. J'ai renoncé à être producteur, hein, donc on voit bien, c'est dur. Et y compris d'identifier les bonnes histoires. Et ben, le dramatologue n'est pas un auteur. Hein. Voilà, tu vois, tu parlais d'authenticité et de spontanéité. Et ben, les gens, ils me font marrer. Ils parlent d'authenticité et de spontanéité, ils croient que pour être authentique et spontané, il ne faut pas trop réfléchir, mais c'est le contraire. Souvent, c'est le contraire. Parce qu'on doit tellement désapprendre les carcans dans lesquels on est enfermé, qu'il y a tout un travail à faire pour renouer avec son authenticité. Omar Sharif, un des plus grands acteurs, Laurence d'Arabie, tout ça, il dit ce qu'il y a de merveilleux dans mon métier, c'est que je suis obligé d'apprendre à être authentique. Il dit pas je suis obligé d'apprendre. C'est que ça me permet d'être sincère. Il y a une super interview de lui qu'on peut trouver sur Internet où il explique ça. Et en fait, ce qui est terrible, c'est qu'il dit que dans sa vraie vie, il l'est pas autant. On pourrait croire qu'il est dans le monde factice et artificiel des acteurs, et c'est faux. Et à chaque fois que je dis aux gens, mais là, tu vois, j'y vais à fond dans la mise en scène, tu vois, là, je parle avec mes mains, tu sais, il y a des internautes parfois un peu des mal baisés, tu sais, ils débarquent sur le flux, ils disent, ah, tu parles avec tes mains, c'est insupportable. Et ben d'abord, je t'emmerde. Parce que moi, je suis moi avec mes mains. Bon, ben c'est très bien, je suis clivant. Tu sais quoi? Parfois, je dis des trucs même qui énervent les gens. Tant mieux. Je suis même, voilà, exactement. Tant mieux. Et je suis même grande gueule. Et ben, c'est parce que, en fait, c'est la question que je pose à des boîtes. Ce que je travaille, j'insiste sur le mot travailler, c'est mon authenticité. Ouais. Parce que je ne suis pas authentique en claquant des doigts, je me cherche aussi. Et les vidéos que je faisais il y a 2 ans, il y en avait qui étaient nazes. J'ai encore appris des choses et je travaille. Et ben, mon message aux entreprises, c'est ne croyez pas que vous saurez écrire comme ça en claquant des doigts des histoires. Ah, il y a des naturels. Hein. Il y en a qui te les sortent tout de suite instinctivement. Mais ils sont rarissimes. Et donc, que ce soit le pitch pour le dépitcher, le déconstruire et réapprendre à créer de la relation, de l'intimité, de l'histoire, et donc que ce soit le storytelling d'une marque, eh ben, ça se travaille. Et c'est là que le sujet nous rejoint, qui est vraiment capable de sortir la substantifique moelle de l'histoire, parce que ces histoires-là n'ont de valeur que si elles sont vraies dans l'entreprise, il faut qu'elles soient vraies. Ça, c'est ce que Mike Adams explique très très bien. Eh bien, qui est le mieux capable de les écrire, de les dire, de les transmettre, de donner les éléments? Qui? Bah, le patron, certes, mais les vendeurs. C'est l'interface. Ceux qui sont en contact. Exactement. Ceux qui sont en contact. Et tu veux savoir pourquoi? Pour une raison toute simple. C'est pas parce qu'ils sont peut-être plus talentueux. C'est pas non plus juste parce qu'ils sont sur le terrain. C'est parce que le vendeur qui a compris ce que c'est une bonne histoire, il a compris qui est le héros de son histoire. Et le héros, c'est son client. C'est son client. Yes! T'es pas tombé dans le piège. Évidemment. Parce que plein de gens, quand ils parlent de leur boîte, ils croient que le héros, c'est celui qui fait la vente, c'est la boîte, c'est le produit, etc. C'est le client, évidemment. Et ouais. Mais tu sais, une question que j'adore poser. Et ça, c'est ce qu'on apprend des vendeurs. En relation client, une question que j'adore poser à mes patrons quand je les vois. Ah, génial. C'est vous avez combien d'ennemis? Vous avez combien de gens qui vous détestent? Vous avez combien de blogs, justement, qui vous dénoncent? Qu'est-ce qu'on dit de vous de désagréable quand vous n'êtes pas là? Exactement. Et si vous n'avez rien, c'est que vous n'êtes rien. Eh oui. C'est que vous n'exprimez rien. Bah oui. Bien sûr.
Et c'est cette recherche en fait du non-consensus, la recherche des aspérités qui fait la différence. C'est une belle histoire, elle a toujours une aspérité, il y a un truc qui va pas bien. Ah, tu sais qu'il y a une deuxième étape géniale à ce que tu viens de faire. C'est que, qu'est-ce qui fait une bonne histoire? C'est quand les ennemis sont sophistiqués. Donc une fois que tu as identifié les ennemis, assure-toi qu'ils aient de la classe. Absolument. Tu vois ce que je veux dire? L'élégance, ça. Mais carrément, quand tes ennemis sont élaborés, Ouais. l'histoire est d'autant plus intéressante. Ouais. Et quelque part, d'avoir des ennemis d'un certain niveau, c'est un honneur. Ouais. Hein, parce que ça veut dire qu'on va construire une pensée adversative, mais construite sur la base d'une confrontation. Je vous conseille un roman magique pour ça génial. qui s'appelle Maître et Marguerite. Maître et Marguerite. Maître et Marguerite. C'est un Génial, j'adore qu'on me conseille des trucs à lire. C'est une très belle littérature russe de Boulniakov. Ouais. Et l'histoire est extraordinaire. C'est l'histoire du diable qui revient sur Terre en 1924 en pleine période communiste. Parce que le diable est dans la merde. Pourquoi? Parce que les communistes sont en train de tuer l'idée de Dieu. Donc s'il tue l'idée de Dieu, lui il n'a plus de job. Et donc c'est l'histoire d'un diable très amusant d'ailleurs, très drôle, très bon vivant, il adore les femmes, il adore l'alcool, il adore faire la fête, etc. Qui va revenir petit à petit vers Staline pour lui montrer l'intérêt de Dieu. Et ce personnage en fait de Satan, en fait, il réécrit complètement l'histoire du monde, où on voit le rôle de Satan, comment il a pu manipuler Ponce Pilate pour dire mais non c'est lui qu'il faut exécuter. C'est absolument extraordinaire, quoi. Lisez ce roman, et c'est un personnage d'une élégance, où Satan a d'une classe absolument incroyable, un espèce de Casanova, associé avec un peu d'écart dedans dans sa façon de raisonner, ses plans d'action et sa stratégie, c'est extraordinaire. Alors c'est bien que tu sois sur le monde chez les Russes, hein, puisque c'est les frères Karamazov. Hein. Si Dieu n'existait pas, tout serait permis. Voilà. Et bon, alors moi j'ai tendance à croire que Dieu n'existe pas et tout est permis. Mais ça c'est profondément subversif. Et justement, ça me sert de transition. Subversif, étymologiquement, ça veut dire renverser l'ordre établi. Bon, moi je veux transformer la vente, y contribuer évidemment modestement, mais voir si on peut servir de catalyseur, d'activateur. J'aimerais bien que tu nous rejoignes dans Reforst, c'est une manière de faire connaissance, cette interview. Bon, transformer la vente. Avec plaisir. Alors, super, ça y est, on va être retenu contre toi puisque tu l'as dit, génial. Il a signé, il a signé. Non. Je vais écrire maintenant, il faut que je bosse. Alors moi, je pense que transformer la vente, c'est... Bon, on est un peu obligé d'utiliser cette expression polie, parce qu'il ne faut pas non plus toujours péter plus haut son cul, hein, pardon, de mes expressions favorites en privé. Non, mais c'est vrai qu'il faut être modeste, ok. Mais au fond, voilà. Il y a une rage qui est là sous une espèce de coupole, là, avec tous les... Dans notre écosystème, avec tous les mecs qui sont dans les forces, en fait, on a quand même la rage. On pense que la transformation de la vente doit être un levier subversif, c'est-à-dire renverser l'ordre établi. Ça ne veut pas dire qu'on veut casser la gueule aux marketeurs, ça veut dire qu'on veut qu'ils commencent à écouter et puis qu'on se mette un peu à niveau, voire même que de temps en temps, justement, le talent soit révélé, émerge et reprenne vraiment le pouvoir comme il est censé le faire. Parce que dans trop d'entreprises, notamment françaises, mais pas que, hein, dans tout l'Occident c'est valable, on voit cette espèce d'excès de ce que Michael Aguilar appelle isonormage des gens, de process qui... L'aseptisation totale, voilà. en fait, des processus qui ont gagné et qui dominent les talents. Tu termines mes phrases, tu sais la preuve qu'on s'entend bien. Et c'est ça l'enjeu qui est fantastique. C'est de remettre le talent, les individus, les différences, un peu les fous d'ailleurs. Merci. Voilà. C'est là où c'est formidable, parce que ceux-là, ils sentent, ceux-là, ils ont une vision qui transcende au-delà du rationnel. Ouais. Il y a ce passage dans... Moi, tu sais, je suis très cinéphile. Il y a ce passage dans un film de Coppola qui s'appelle Rusty James, où Mickey Rourke, en fait, est un personnage un peu... joue le rôle d'un personnage un peu décalé. Et il dit un truc fabuleux dans le film. Il dit, est-ce que tu savais que dans certains villages grecs, à une époque, quand on tombait sur un fou, on le protégeait, on le mettait en valeur, et puis on l'écoutait. Parce qu'il nous disait des trucs qu'on n'avait jamais entendus. Et le fou du roi, le conseiller du roi, c'est ça. Et absolument. Alors, restons sur cette notion subversive. On transforme la vente. Allez, réfléchissons hyper sérieusement. Comment, par où tu commences? Et puis, vision écosystémique, hein, d'accord? On fait quoi? Voilà. Mets-toi dans mes baskets de tentative de stratège des Forst. Donc je parle à une entreprise, et quel conseil je peux donner? Voilà, ok. Alors une entreprise, les entreprises. Évidemment, on va devoir faire de l'influence. C'est de l'influence qu'on va faire. L'influence douce, d'accord, hein, on va pas, c'est pas les gilets jaunes non plus. Hein. Et puis voilà, on reste humble. Et pourtant, je pense qu'un petit groupe d'humains peut arriver à impulser un énorme changement. Moi, le premier conseil que je donnerais, c'est de changer fondamentalement les missions du management. Parce que le management,
notamment dans la fonction commerciale, c'est un management de type militaire. Et que l'armée a édicté, a inspiré beaucoup les organisations commerciales. Donc il faut démilitariser la vente ici. Donc il faut que le management change fondamentalement de mission. Si on est dans un management de contrôle, la fonction commerciale va perdre complètement son intérêt parce qu'on pourra la mécaniser par ailleurs. Est-ce que c'est un problème en soi ou est-ce que le problème c'est qu'il n'y ait que ça? Parce que moi, tu vois, moi j'ai rien contre le côté armée romaine hyper bien organisé. Moi, ce qui m'embête, c'est quand il n'y a que ça. Non Tu as raison. Petite réflexion. Tu as raison. Tu as raison, Bien parce que c'est organisé, comme dans le sport. Il faut par être exemple. organisé de gaieté de Mais cœur. bien sûr et qu'il faut être comprendre pourquoi on est organisé. organisé. Mais c'est des Parce que le problème d'ailleurs, c'est pas ça, c'est qu'on demande aux gens de faire des choses et on n'a pas le temps, on prend pas le temps de leur expliquer pourquoi c'est organisé comme ça. Et du coup, ils ont l'impression d'être des numéros. Alors que s'ils redonnent du sens à cette organisation, eux-mêmes vont demander à être comme des Romains. Mais c'est des hyper organisations bien qui organisées. doivent être plus agiles, Conquérants. plus en micro-bulles, en petites structures davantage autonomes, où les gens sont capables de se positionner sur ce qu'ils veulent faire. Alors, pour tout mettre, par exemple, sur la fixation des objectifs, c'est insupportable. Je vois ça dans toutes les... C'est insupportable, c'est toujours des modèles descendants, en fait, personne n'y croit. Ça devient un jeu complètement virtuel à côté, personne n'y croit, pour on une fait raison semblant. complètement absurde, c'est que il y a des commerciaux qui savent que s'ils atteignent leur objectif, paradoxalement, ça les met dans la mouise puisqu'on va les augmenter après. Exactement, et puis des directions générales qui croient même plus à leurs objectifs, des directions commerciales qui portent des objectifs auxquels personne ne croit, et on est dans un système complètement virtuel, et ça, c'est malsain. Voilà. Donc, mais alors, tu sais que je fais pas partie de ceux qui veulent absolument démilitariser pour avoir l'air gentil. Mais c'est pas les langage et le champ bisounours, ça. Hein. sémantique, hein. Non, mais bon, je vais être sûr, on n'est pas dans le champ des bisounours. Parce que moi, simplement, ça m'embête, c'est responsabiliser. Bon, C'est-à-dire que si Mais on tu prend comprends le pourquoi je dis commercial ça comme un patron de sa zone, de son domaine, Oui. de son portefeuille de clients, et qui se positionne comme un patron, Je pige. et avec un management qui fera en sorte de les Oui. traiter comme des Oui. patrons. Voilà. Mais tu comprends pourquoi je dis ça ou pas? Mais complètement. Parce que ça fait bien Non de mais démilitariser. on va Voilà. pas Moi, tomber par dans exemple, l'empathie à deux balles. Non, Hein. mais On parce va que pas voilà, tomber moi, dans l'empathie, l'amour, l'empathie, etc. Oui, et puis L'amitié, surtout, l'amour, la joie. On est d'accord. Aucun problème à dire cible, conquête. Non, mais moi non plus. Non, mais ça, c'est un faux m'embête débat. pas. Ça, c'est un faux débat. Par contre, ça, c'est que de la cosmétique. Exactement. Par contre, j'ai un problème avec ceux qui ont un champ lexical limité à ça. Et quand je lis des billets de blog sur faut démilitariser ce langage, c'est pas que je trouve ça bisounours, c'est que je pense qu'ils passent à côté du vrai sujet. C'est que le champ lexical est tellement limité qu'on va pas au-delà de ça. Alors qu'il n'y a pas de problème à être bien organisé. Le champ lexical, c'est Mais quand il faut même mettre la un peu de tendresse, par conséquence. exemple, autour. C'est la conséquence d'une organisation. C'est le champ. Voilà. Après, c'est Kant et le langage. Hein. Où est la source, où est la conséquence. Exact. Mais fondamentalement, il faut Est-ce décentraliser que les d'avoir les mots, organisations. ça façonne la pensée, ou est-ce que c'est la pensée qui façonne Éternel débat. Les deux, sans doute. la poule et l'œuf? Ouais, la poule et l'œuf, l'éternel débat. Mais je crois vraiment, premier conseil, il faut déconcentrer les entreprises et faire en sorte de considérer les commerciaux comme des patrons et leur donner les moyens d'être des patrons, de les mentaliser comme des patrons et de les écouter comme des patrons parce que c'est eux qui ont ce côté granulaire, précis, concret de leur marché D'accord. et qui permet de mieux adapter leur offre, leur démarche. Mais Donc, on commence par le management. ouais, d'abord, tout Ok. le temps. Et Pour moi. on est d'accord, on fait gaffe aux éléments de langage. Ok. On fait, et on donne un cadre organisationnel qui permet de le faire. Très bien. Donc le temps nécessaire, Alors, quelle est la ton autre idée? considération, voilà. Ça, c'est la. Sachant Moi, qu'on est bien d'accord, hein, je le dis pour nos amis internautes, c'était sans préméditation, tu es Ouais. en impro, Ouais. donc tu as le droit de réfléchir à voix haute tranquillement. Non, non, mais ça, pour moi, j'ai une vision assez Ça te claire vient là-dessus. spontanément. C'est d'abord, voilà, Non, d'abord le là-dessus, management. d'accord, très bien, super. Deuxièmement, c'est de fusionner, en tout cas de mettre des passerelles beaucoup plus fortes entre marketing et commercial. Ah, voilà. Ça, c'est Alors, super important. C'est bourré d'implications, puisqu'il y a le sales enablement, mais Ouais. est-ce qu'on garde ça? Comme je te disais, aux États-Unis, il n'y a même pas quoi, 2 ans, ils Pour ont moi, créé non. le sales enablement. Pour moi, non. C'est un bel emplâtre. Enfin, le poste de sales enablement Oui, director. absolument. pardon. Non, mais c'est comme c'est comme Oui. les chief officers, cette espèce de saloperie à deux balles où on confond l'objectif et le moyen, on met de la cosmétique derrière. Non, c'est pas le sujet. Je crois que le vrai sujet, en fait, c'est de refusionner, de réorganiser les fonctions marketing et commerciales où les contributions seraient davantage collaboratives. Moi, je te propose un truc de bon sens. J'ai vu faire dans certaines boîtes. Le directeur marketing doit avoir vendu. Par exemple. Voilà. Par Ça, exemple. on est sûr qu'il a aucun Par snobisme exemple. par rapport à la vente. Non, mais qu'on peut avoir et des qu'il réunions connaît le communes. métier. Mais je sais Et pas. il le c'est- respecte. C'est Et comme il y a il des l'aime. gens, c'est un peu cosmétique, mais dans les réunions, un espèce de fauteuil vide avec marqué client dessus. Bon, Ah, ça, c'est la technique de Jeff Bezos, oui. Bon, c'est pas mal, mais c'est. Elle est bien, ouais. C'est bien, Si c'est un ça petit peut créer un rappel. moyen mnémotechnique, C'est petit un, rappel. c'est un petit rappel. Mais ce qui J'adore. serait pas mal également, c'est que dans les fonctions, dans les réunions marketing, on va définir une offre, des produits, etc. Qu'on mette davantage de commerciaux.
Et que les commerciaux, on ne les mette pas en faire valoir, mais qu'ils aient leurs mots à dire. Donc il faut qu'il y ait une densité, c'est-à-dire que si on met autour d'une table 8 marketeurs, un commercial, le commercial il est mort parce que 1 sur 8 c'est Ouais. pas assez. Voilà. Donc il faut une masse critique. C'est un petit peu comme les femmes dans les comités de direction, on sait bien que ça paye à partir de la 3e, parce que une fois que les postes féminins traditionnels, maternels sont passés à la RH et la communication, dès qu'on met la 3e femme, elle touche au pognon, elle touche à la finance, à l'industrie, ça D'ailleurs, on compte. s'est aperçu que quand il y a une vraie mixité dans Ah les bah, groupes, il y a- le QI collectif augmente. augmente. Ouais. Il y a des études passionnantes qui ont été réalisées Oui, par tout à Women's fait. Forum là-dessus, Tout à fait. notamment avec des gens de McKinsey Ouais. qui ont travaillé dessus. McKinsey, toujours eux, bah, ils servent à quelque chose, sinon on va les garder. Hein. Et il y a des gens intelligents quand même. Il y a quand même des gens intelligents. Ouais, mais ça, tout ça, ça me dit. Alors j'aime bien, hein, mais c'est opérationnel, mais ça me dit pas comment Parce que mon but, tu vois, c'est pas de sauver le soldat vendeur, le soldat Ryan vendeur. C'est pas non plus de redorer le blason de la vente. C'est de la transformer au sens où tant mieux si une certaine vision de la vente, elle dégage. Parce qu'on les aime pas. Et ça veut pas dire qu'il y avait des Parce que mauvais ça vendeurs sert pas dans à les années grand-chose. 80, hein, il y avait aussi des très bons. Ça veut pas dire que les méthodes sont mauvaises, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une domination d'une vision de la vente qui n'était pas écrite par des vendeurs, qui était écrite par des gens externes à la vente, et qui ont voulu la super cadrer, et qui en ont fait une vue de l'esprit. Et donc ils ont imposé cette vue de l'esprit aux vendeurs, ils se sont dit on va les prendre par batterie, surtout dans les grands groupes, et puis tant pis si c'est la loi de Pareto, 80% des vendeurs vont faire... 20% des vendeurs vont faire 80% du chiffre d'affaires, donc les autres vont être dans un turnover. Moralité, 97% des entreprises aujourd'hui estiment avoir du mal à trouver des bons vendeurs. Bon, ce qui est un peu cliché, mais qui en même temps, dans les vrai. on peut le comprendre, il y a une pénurie de vendeurs, on parle de la pénurie des data scientists, des développeurs, ça, je pige, c'est bien, on en a besoin pour faire des startups, mais le nombre de startups qui se prennent un mur prodigieux dans la tronche parce qu'elles n'ont même pas les skills de base pour vendre, déjà, de base, mais en plus, quand bien même le voudraient-elles, elles ont du mal à trouver un vendeur qui ait un peu de charisme, un peu de leadership, qui soit fier d'être vendeur, et qui ne soit pas en train de faire ce job par défaut parce qu'il n'a pas trouvé mieux. Bon, donc comment on fait pour remettre l'éloquence, la beauté mercurienne de la vente au cœur de la société, qui est quand même incroyablement structurante et source de richesse et de rapports humains. Comment on fait pour gagner ce combat-là? J'en sais rien. Ben moi non plus. Honnêtement, ça, j'en sais rien. J'aimerais bien avoir la solution. Mais je pense qu'on a Par besoin contre, de plein est-ce qu'on veut y d'initiatives. réfléchir? Du moment qu'on bah veut y oui. réfléchir, on va y arriver. Je crois que ce qui est important, c'est de... Alors, on a des pistes, évidemment, mais on peut pas les dire comme ça. En fait, moi, j'ai des pistes. J'ai des pistes, et en fait, quand on me dit « Bon alors, Forst, mignon ton truc, tu t'es mis un petit label sur ton CV, ça fait classe, Chairman of the Board, Forst. » Et on me dit « Qu'est-ce que t'as fait ?»« Ah, eh ben, je vais te dire ce que j'ai fait, mec. J'ai transformé en marque Frigidaire Peach Parties. J'ai gagné contre les brioches Pasquier, je suis en train de le franchiser dans toute la France, et j'ai fait parler du pitch. Je suis pas le seul, hein, mais j'y ai contribué. Attention, je tire pas la couverture. Plein de gens qui aiment le pitch autant que moi. Et puis bon, je l'utilise comme prétexte, comme tu sais, pour le casser, on en a déjà parlé en début d'interview. Et puis, j'ai lancé le groupe Forst, où on commence à être nombreux à se prendre le chou, quitte à se crêper le chignon. Les questions que je viens de te poser, qu'est-ce que tu ferais toi? Eh ben, on est tellement nombreux à y avoir répondu et à commencer à y réfléchir, à dire en toute honnêteté, ça va être dur, on ne sait pas. Je te remercie pour ton honnêteté intellectuelle, en effet, parce que c'est très dur. Mais on est nombreux à se réunir. Là, tu vois d'ailleurs, on a le bon mindset parce qu'on utilise les outils en notre faveur pour bien échanger sur les idées, voir ce qu'on peut retirer de substantifique moelle de l'outil pour qu'il soit au service de ce cerveau collectif. Et je participe modestement à réhabiliter le débat qui est la base de l'éloquence, par l'ajout d'éloquence au sens ludique du terme, parce qu'en France, on confond le débat et l'héristique. On est dans une approche de Schopenhauer, tu sais, l'art d'avoir toujours raison. Il suffit de voir le film avec, tu sais, Daniel Auteuil, là, où à un moment donné, la jeune femme qu'il forme, l'avocate qu'il forme au débat, elle lui dit « Ouais, mais je comprends pas dans votre truc, là, on s'en fout de la vérité. » Il dit « On s'en fout de la vérité, en effet. Le but, c'est de gagner, d'avoir raison. » Parce qu'il forme une avocate. Et alors, c'est très important ce que je vais te dire, parce que je pense qu'en plus, ça va te plaire. Et en plus, tu vas repartir avec un petit takeaway. Si tu n'as pas vu un film qui a été réalisé en 2007 par et avec Denzel Washington, sur le thème du débat, et ça s'appelle The Great Debaters. Je le dis pour mes amis internautes. Ce film, on le trouve toujours quelque part sur YouTube en accès gratuit, et tout tellement il est militant et important. Et il te donne donc l'esprit des joutes oratoires aux États-Unis, qui n'a rien à voir avec ce que nous on croit maîtriser en France. Je m'explique. En France, le débat, d'abord, c'est un spectacle. Hyper individualiste et hyper écrit. Parce que le gars qui fait une joute d'éloquence, on lui donne le temps d'écrire son texte. Il y a un petit problème. Pour moi, l'éloquence, justement, est consubstantielle, vraiment. Tu as vu, j'aime bien ce mot, hein, consubstantiel. Et consubstantielle de la spontanéité et du répondant. Et de l'improvisation. Bon, et de l'improvisation. Ça, c'est un premier point. Mais même si je vais sur le terrain des matchs d'impro, tout ça, et ça, c'est mon vrai sujet, est réservé donc à une approche certes individuelle, mais les professions judiciaires,
les étudiants de Sciences Po, voilà, les acteurs, etc. Et tu n'as pas de concours de débat, en dehors évidemment des écoles de commerce elles-mêmes, en équipe, et qui se joue avec des entrepreneurs et des vendeurs. Sachant que, moi, de mon point de vue, je pense que tu seras d'accord, les vendeurs sont des entrepreneurs en puissance, les entrepreneurs sont des vendeurs en puissance, et je veux les mettre en avant. Donc, encore la semaine dernière, un samedi, au Social Selling Forum, on a fait un débat avec une motion au démarrage. Il y a même Michael Aguilar qui nous a fait l'amitié de participer, c'était chouette, j'aurais adoré que tu sois là. C'était pour ou contre Alors, non, c'était pas pour ou contre, c'était peut-on encore innover dans la vente ? Peut-on encore innover dans la vente ? Je vais te poser la question en guise de conclusion après, on va voir ce que tu réponds. Parce que je vais diffuser les vidéos et on va faire se frictionner tout ça. Alors maintenant, j'en ai parlé avec Michael. Quand quelqu'un me dit qu'est-ce que vous foutez en France pour transformer la vente ? Mais mec, je suis en train d'évangéliser sur le pitch qui est un peu la base parce que toi-même là qui fais malin et qui me demande ce que je fais, t'es pas foutu de pitcher. Et quand je dis ça, vraiment, je suis pas méchant parce que moi-même, je savais pas pitcher pendant longtemps. Il a fallu que je fasse un travail d'humilité. Bon, ça se travaille, ça se voit. Le storytelling, moi je suis là-dedans dans l'influence du storytelling, je travaille avec des gens comme ça. Mais pareil, à l'échelle publique, donc je produis. Alors j'ai un média, même les DCF qui ont du pognon, elles n'ont pas leur petite web TV comme ça qui commence à diffuser. J'ai une vingtaine de vidéos en batterie. Ce qu'on fait là, c'est une vidéo YouTube, c'est des bouts que je vais mettre sur LinkedIn et ça va être un podcast parce qu'on va lancer le podcast. C'est pas énorme, mais c'est un super bon début parce que donc on médiatise ce savoir, cette vision. Et enfin, donc j'insiste, on doit promouvoir le débat qui est le point d'entrée idéal pour entrer dans le monde donc de la négociation et de l'art oratoire. Où il et puis le débat valorise la profession. Parce que si c'est une profession vivace, voilà, avec du débat, merci. De fait l'objet est valorisé. Exactement. Ça devient d'objet d'attention. Et il n'y a pas que les avocats. Exactement. Les avocats d'ailleurs sont fabuleux. Moi j'adore voir les matchs d'impro d'avocats. Ce que je veux dire c'est que ça m'embête qu'on croit qu'il n'y ait que. Et plus il y aura de contradicteurs, plus il y aura des gens qui vont se foutre sur la gueule sur le sujet, mais c'est quoi la vente, l'évolution, la transformation, plus l'objet sera intéressant, parce que c'est un objet qui sera regardé, et un peu comme un diamant sera vu sur tous les angles avec des angles différents. Bah oui, puisqu'on va apprendre à gérer les objections. Exactement. Et les objections légitimes, on va vraiment écouter, intégrer, incorporer. Voilà. Exactement. Alors la question, qu'est-ce que vous foutez pour transformer la vente ? Regarde, on a pris des vraies initiatives concrètes. Et moi, ce que je reproche à beaucoup d'associations sur ces sujets-là, c'est que tu as cette espèce de cercle mondain où on aime dire qu'on se regarde. Et on se regarde avec une vision du passéiste que je trouve terrible. Voilà. Alors d'où l'intérêt d'avoir les praticiens de cette transformation qui acceptent, alors évidemment, de débattre entre eux, mais qui, pourquoi pas, créent des task force. Parce que tu vois, ça, tu trouveras ça dans aucune association. Nous, Force, qu'est-ce qu'on commence à faire ? On rentre dans des boîtes. Il y en a un qui rentre dans une boîte, tel un virus. Par exemple, moi, je suis un vrai virus. Et je reviens avec une task force de 5, 6, 8, 12 personnes. Et j'accepte de bosser en coopétition. Coopétition. Et qu'est-ce qu'on fait ? Là, ça y est, on commence à rentrer dans des vraies boîtes, des vraies grosses boîtes, qui sont d'ailleurs, pour la blague, je ne vais pas dire les noms, mais il y en a, leur métier, c'est la transformation digitale. Et franchement, en interne, c'est un cauchemar. C'est encore le cordonnier, quoi. Ah, c'est incroyable. Non, mais c'est incroyable. Les boîtes qui te vendent la transformation digitale, il y en a plein qui n'y arrivent pas. Bon, bref. Donc, on rentre avec des praticiens. Et là, on sort de ce thème de transformation digitale qui commence à s'auto-galvauder à mort. Et on parle transformation de la vente, puis cognitif, puis on va, tel des gentils virus, parler dans les équipes avec ce message. Voilà, on agit, bon sang, on agit. Mais on n'y arrivera pas si on ne fait pas se frictionner les points de vue. Ah, moi, je te pose une question. Ah. La vente, il y a matière à innover ou pas ? Alors, très bonne question, cher maître. D'abord, ce qui m'interpelle dans ta question, c'est tout simplement que tu aies choisi le terme, au-delà du terme vente, en le reliant à l'innovation, le terme de matière. Y a-t-il matière à innover ? La matière brute, la matière de départ, la matière, qu'est-ce qu'on fait avec la matière ? On la façonne. Est-ce que façonner la matière est en soi une innovation ? Une innovation. Eh oui. Celui qui prend une matière brute et qui commence à la façonner, il la change. Il la change. Peut-être qu'il ne va pas innover, mais il va créer. Et on sait bien que création et innovation sont des voisins qui se tiennent par la main. Bon, l'innovation, c'est une création qui peut aller sur un marché. Alors, c'est là que dans ta question, la solution est immanente, puisque s'il y a matière à innover dans la vente, tu dis, dans la vente, ça aurait été intéressant si tu m'avais dit avec la vente. Avec la vente, c'est vrai. Parce que c'est encore une autre question avec une autre teinte, puisqu'il y a des innovations qui ne peuvent marcher que grâce à la vente. Et je dirais que c'est peut-être ça qui est commun techniquement à toute innovation, puisque l'innovation, c'est une invention qu'on peut vendre. Absolument. Voilà. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a matière à innover dans la vente ? Dans la vente. Alors, là, je te resserre le sujet. Oui. Il est plus compliqué, là. Enfin, il est plus compliqué. Il est plus limitatif. Il est plus limitatif, surtout. Mais bien sûr. Et surtout, pour ça, il est beaucoup plus compliqué. Et il est compliqué eu égard à la nature même, si tu veux, de la discipline. Alors,
quand on dit innover, Mm. c'est que il y a l'avant et l'après. C'est-à-dire, avant d'innover, on faisait les choses de telle manière. Ouais. Après avoir innové, il y a quelque chose de neuf qui fonctionne à l'échelle Différemment. au moins d'un écosystème différemment. On est Ouais. d'accord ou pas? Ah, bien d'accord. Donc, pour savoir si on va pouvoir faire du neuf à venir, j'ai envie 2 secondes de regarder en arrière et de te dire, y a-t-il matière à innover? Dans la matière, il y a le passé. Est-ce que dans le passé, Il y a on eu a des innové innovations. dans la vente? Oui. Et là, au risque de faire une nouvelle vidéo d'1 heure sur YouTube, Ouais. je pourrais te citer un long chapelet d'innovations qui viennent parfois même, pas forcément des vendeurs, mais de gens qui ont un respect des vendeurs et qui, en amenant des systèmes d'apprentissage, d'interaction, des méthodes de négociation, en étudiant la psychologie, etc., amènent des micro-innovations qui, en s'accumulent ensemble, sont une immense évolution tectonique de la vente qui change d'une méthode à l'autre, avec des petits risques quand même, qui est que l'innovation peut parfois être prisonnière d'une vue de l'esprit qui est innover pour innover, aller sur un terrain d'absolue nouveauté dans le but de disrupter, surprendre, et c'est voilà. Bah ça, Donc c'est pas grave. Et ça, c'est Ça, pas c'est grave. pas grave. Voilà, Parce que j'allais c'est comme dire- les modèles, tu vois. Autant Voilà. les modèles, quand ils sont faut utilisés, tâtonner. c'est une erreur. Voilà. Mais si un modèle sert à réfléchir, c'est très bien, fine. Exactement. Ok, mais si Voilà. le modèle est plaqué, c'est une horreur. Donc Voilà. c'est pas grave. C'est Voilà. en fait le prétexte et l'occasion en fait de faire réfléchir et de faire mûrir les organisations et Et ben les, voilà. les individus. Donc là c'est gagné. Et ben c'est justement en fait ce que j'allais te dire, parce que si tu nous dis il y a matière à innovation à innover dans la vente, je dis oui pour une simple raison, c'est que justement dans la vente il y a la démarche par définition, si tu veux, de Thomas Edison. C'est-à-dire avant que la 10 millième ampoule fonctionne, bah, il a accepté d'enfoirer 9999. Et la vente, c'est ça. C'est le terrain du tâtonnement par excellence, que l'on ne peut d'ailleurs aborder sereinement que si l'on s'accorde le droit à l'échec, que si on s'accorde aussi tout simplement une vision optimiste de nos propres échecs. C'est C'est-à-dire, je me suis planté, on m'a dit non, j'essaye de comprendre pourquoi, et là, j'ai appris. Voilà. C'est Alors, une est-ce qu'il y a démarche matière... expérimentale. Hein. Voilà. Et donc la vente Permanente. est peut-être même par essence, autant que dans le monde de l'ingénierie, la technologie, etc., le lieu de l'innovation, puisque c'est le lieu de l'interaction avec le réel. Voilà, tu me dis si j'ai bien répondu. En tout cas, c'est super intéressant. Bon, en tout cas, j'ai peut-être pas tout dit. Alors toi, qu'est-ce que tu dirais justement? Moi, j'étais partagé entre 2 points. Ah, C'est-à-dire que dis-moi. fondamentalement, c'est qu'une relation humaine, c'est une relation humaine. Oui. Donc une relation humaine, elle a un côté, Oui. trans, Intemporel. intemporel, transgenre, transrégion, etc. Bien sûr. Fondamentalement, on est tous identiques sous les étoiles et qu'on a des attentes et des aspirations à peu près communes. Ouais. Donc là-dedans, il n'y a pas matière Ouais. à changer fondamentalement la nature des interrelations humaines. Voilà, ça reste un fondamental. Mais en même temps, la Le question, commerce c'est de pas- Jérusalem, il y a 2000 ans, Oui. il reste... Mais la question, c'est pas peut-on innover dans la relation humaine? Ah, voilà. Mais cette partie-là, je suis d'accord avec toi. Elle a aucune raison de, comment dire, d'être mise en question. À la rigueur, faut revenir. au Mais la fondamental. vente étant aussi un mode applicatif de la relation humaine. C'est Voilà. la relation humaine appliquée. Voilà. Et c'est là qu'on peut innover. Et c'est là où on peut innover, absolument. Super. Y compris avec des évolutions fondamentales de métiers. Bien C'est-à-dire que ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est que les fonctions peuvent s'entremêler. Et dans la transformation commerciale, je crois qu'on doit tous œuvrer pour en fait des fusions professionnelles. Je prends un exemple Ouais. aujourd'hui, le métier de consultant en B2B Ouais. et le métier de commercial, c'est le même. Mhm. C'est le même. Donc Bien il faut sûr. que les commerciaux et les outils, les instruments soient formés à ça pour justement aider des entreprises à Je réfléchir, peux à te poser proposer des une sujets. innovation hyper paradoxale Oui, dans la vente. Bah, revenir aux fondamentaux. oui, mais Aujourd'hui, c'est absolument. innovant. Absolument, absolument. Mais c'est ça qui est intéressant, parce qu'on va être dans un mouvement permanent où on fera des avancées, mais on va revenir sur des fondamentaux, parce qu'on va aller trop loin, on va se disperser, on risque de jouer des effets gadgets parfois inutiles pour revenir à des fondamentaux. Tiens, je peux te dire, je vais te faire rire, quel était le piège de la motion Mercury Éloquence de samedi dernier quand on a fait le débat sur un sujet tout à fait proche de celui que tu viens de dire, parce que nous, la motion, c'était peut-on encore innover dans la vente? Ouais, Et en fait, personne n'a chopé l'importance Encore. du terme encore. ouais. Voilà. Parce qu'en fait, si tu poses la question, il y a un élément de réponse qui est intrinsèque à la question. Si tu demandes est-ce qu'on peut encore innover dans la vente, il peut y avoir une teinte péjorative dans le encore qui est on va encore me faire croire qu'on peut innover dans la vente, donc on peut le prendre comme, comment dire, de manière facétieuse, en disant on va encore me faire croire, bon, ok. Mais ça veut dire malgré tout que on tient pour acquis que dans le passé on a pu innover. Ben voilà. Alors pourquoi on ne pourrait pas innover dans l'avenir? Oui. Voilà. Personne n'a pensé à l'utiliser. Donc comme ça, comme C'est quoi, tu aurais dû super, ça. participer. Ouais, 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 mais Parce que toi, tu l'as vu tout de j'ai suite. j'ai décidé de sortir de mon trou et d'être dans la lumière. Bien joué. Voilà. Bien joué. Eh Top. bien, tu es sorti de ton trou. Tu es venu dans la lumière. Pas trop fatigué. Non, non, ça va. Tu sais que je vais tout diffuser en l'état. Hein. Ah ouais, mais c'est très bien. Bah, ceux Ouais. que ça intéresse, ceux qui veulent apprendre, ils vont écouter. Hein. Bon, Avec un peu de chance, ils seront pas d'accord. mais soyez pas d'accord, c'est beaucoup plus intéressant. Merci beaucoup pour cette belle rencontre. Merci à toi.
Top. À la Ciao, prochaine. à la prochaine. Salut. Ça y est, maintenant on peut quitter le studio, on va prendre un café.